Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres pour ce JDS, journal du dimanche au soir, qui cette fois-ci sera marqué par ces sujets. Rencontre entre le chef de l'État et le comité de veille citoyenne, plusieurs OSC, organisations de la société civile présents du côté du Palais des Sports Ouaga 2000 hier. Plusieurs questions abordées, sécurité, économie, notamment avec le choix des membres de l'AES de quitter la CEDEAO et les conséquences. Nous reviendrons en images sur ce qui s'est passé au sein de ce Palais des Sports avant des échanges sur ce plateau sur d'autres sujets d'actualité qui auront marqué la semaine. Autre sujet, nous allons parler du salon de l'épargne et de l'investissement et cela s'est tenu à Ouagadougou la semaine passée. Les acteurs de la finance ont pu échanger directement avec clients et potentiels clients. Nous allons mieux faire connaître justement connaissance avec ce marché des finances avec deux invités, Christophe Yameogo, coordonnateur général de la SCI, et le professeur Romuald Kinda qui est promoteur de l'Académie des investissements. Et enfin, société, nous allons parler d'un livre, Banaliser le succès, aider les femmes, les hommes et les organisations plutôt à réussir. Un livre de Abdoul Karim Bandé. Il est conférencier, formateur, coach en marketing, management, leadership, développement personnel. Il sera justement l'invité de ce JDS dans cette partie société pour mieux faire connaissance avec ce livre, Banaliser le succès. C'est donc le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir, qui commence par la première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, échange hier samedi entre le chef de l'État et des organisations de la société civile. Cela s'est fait au Palais des Sports de Ouaga 2000, des échanges directs, plusieurs sujets abordés, sécurité, évidemment cette question incontournable, le retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO et éventuellement les conséquences et comment les résorber. Nous allons donc à cette conférence à cette rencontre de samedi dernier avant des échanges justement sur ce plateau. Palais des Sports de Ouaga 2000. Un face-à-face entre les organisations de la société civile des 13 régions du Burkina Faso, regroupées au sein des comités de veille et le président de la transition. Une forte mobilisation pour à nouveau réaffirmer leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré dans un tonnerre d'applaudissements lorsque le chef de l'État fait son entrée dans la cuvette du Palais des Sports. L'hymne national, le Ditanier, est repris en chœur, comme quoi pour dire une fois de plus merci au capitaine Traoré pour les actions de reconquête du territoire national avec en ligne de mire la lutte contre l'impérialisme sur toutes ses formes. Une salle du Palais des Sports qui a refusé du monde. Peu importe que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le message à l'endroit de la transition n'a pas changé. Notre présence est de venir participer à cette rencontre importante et adresser notre gratitude au nom de la région de l'Est et aussi présenter les différentes préoccupations de la région auprès du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Et ça a été fait. Un bon nombre de ces actions ont déjà démarré et que les résultats ont commencé à tomber. Nous sommes fiers de lui et nous sommes contents de lui. Tout ce qu'il fait pour nous là, en tout cas nous on est contents. Le peuple, même si on va économiser, comment pour lui donner, il va nous aider toujours, nous on peut le faire. Président Ibé, de prouver sa reconnaissance envers tous les leaders qui le soutiennent et multiplier cela nous encourage. Et nous attendons de lui la libération du pays, nous attendons de lui la relance économique du pays. Personnellement, si moi je prends ma région d'où je viens, le sud-ouest, nous on a vu des promesses qui ont été faites, des poses de pierres qui ont été faites, mais rien n'a été réalisé. Mais lui, à sa venue, je vois que tout a été débuté, tout le sud. La raison pour laquelle nous sommes là pour le soutenir. Et je sais que ce n'est pas au sud-ouest seulement, un peu partout dans la région. Je pense que tout se déroule bien. Aucun sujet n'est tabou pour le président de la transition. Du retrait des pays de l'AES aux tentatives de déstabilisation du régime de transition, aux questions de souveraineté économique et alimentaire. Une réponse est donnée à toutes ces actions. Une nouvelle ère est donc amorcée pour le bien-être du peuple burkinabé qui fait face depuis plusieurs années aux groupes armés terroristes. À son auditoire, le président de la transition va réaffirmer que toute souffrance a une fin et invite donc les peuples de l'AES à rester solidaires. Et pour ceux qui continuent de ramer à contre-courant de la dynamique de la transition, fini la période de sensibilisation et d'interpellation, prévient le locataire du palais de Koulouba.
c'est vrai qu'il y a des défis à relever, mais les réponses sont nettes. Des villages sont réinstallés, des écoles sont réouvertes. Vous sentirez qu'il y a une certaine dynamique qui est impulsée sur le plan du développement. Des usines sont créées, des unités de transformation sont mises en place. Je pense que c'est cela qui peut contribuer également à chercher les terroristes. Je suis fier de mon président parce que c'est un homme de parole. Ce qu'il dit, il fait. Donc c'est celui qu'on veut. Parce que le travail qu'il fait, en tout cas, nous sommes fiers de lui. Ce qu'il fait, ça nous va très bien. Que le Burkinabé lui-même soit d'abord intègre. Avant qu'il soit, il veut que les dirigeants soient intègres. Parce que chaque peuple mérite à son dirigeant. Vive le président avec toute son équipe, tous ceux qui œuvrent pour que le Burkina Faso retrouve son intégrité, que Dieu les aide. À cette rencontre avec la coordination des comités de veille citoyenne, le capitaine Ibrahim Traoré était accompagné du président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougma. Retour donc sur ce plateau, une rencontre d'échange qui s'est tenue hier, nous le disions tout à l'heure. Le contenu a été aussi livré par notre reporter. J'ai autour de cette table des invités pour ensemble analyser les autres actualités, même celles-là qui ont pu marquer cette semaine. Je m'avais donc vous les présenter. On va commencer d'abord par Adama Amadé Sigiré. Il est coordinateur du RISA. Bonsoir. Bonsoir, M. Bahar. Merci d'être avec nous. C'est moi qui suis content. Nous sommes aussi avec Dr Lopé Payen. Il est sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir. Bonsoir, M. Bahar. Nous sommes aussi avec Mamadou Cabré, président du parti Le Prix de la Naya. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. On a donc ce rendez-vous-là, c'est sûr par quoi on va commencer en termes d'analyse. Bon, je vais commencer par celui qui, je sais, y était. Enfin, ce serait difficile qu'il n'y soit pas. Et quand j'ai dit ça, vous avez souri. Donc, je pense que vous savez que vous êtes désigné déjà. Sigiré, quel regard sur déjà ce type d'échange direct, notamment avec des OSC, et puis vous y avez été. Quel a été le sentiment à l'intérieur? Comment vous l'avez vécu? Oui, merci beaucoup, Vaha. Tout naturellement, j'y ai été lors de cette rencontre avec le président du capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons vu une salle de sport de Baba 2000 pleine à craquer, une jeunesse sortie en masse pour vraiment encourager le président et puis accueillir le président. En tout cas, c'était une rencontre d'échange qui s'est passée dans de très bonnes conditions que j'ai effectivement appréciée. Le président est arrivé de façon décomplexée. On a vu un président qui était vraiment prêt à communiquer et à communier surtout avec sa population, surtout avec les jeunes. Il a tenu un discours, je dirais peut-être de 20 voire à 30 minutes comme ça. C'était vraiment un discours très très intéressant que les gens ont beaucoup apprécié. Moi en tout cas, ce que je tire de cette rencontre-là, c'est un sentiment de fierté et de légitimité de voir un jeune homme, le capitaine Ibrahim Traoré, aussi engagé, aussi déterminé, mais aussi fougueux, il faut le dire. Il est fougueux parce qu'il est assez jeune aussi. Et la jeunesse aussi, c'est la fougue. Il est vraiment fougueux, mais déterminé, engagé surtout à impulser le développement du Burkina Faso. D'abord à finir avec la guerre, c'est une évidence, il a montré cela, mais aussi à relancer le Burkina sur le plan économique et à surtout diminuer les conditions difficiles, les conditions misérables de vie que connaissent les populations burkinabées. Donc c'est une rencontre que j'ai beaucoup appréciée. Ce sont des échanges qui sont passés de façon cordiale et le président, une fois de plus encore, a montré que ceux qui l'encouragent et ceux qui le soutiennent ne le soutiennent pas pour rien parce qu'il est sur la bonne voie. En tout cas, ce que je retiens de cela, un homme qui est sur la bonne voie et un homme qui, une fois de plus, a montré à la jeunesse, à la population entière, qu'il n'est pas venu pour lui-même, il n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir la nation burkinabé. Justement, comment ce type de rencontre-là s'organise? Je ne sais pas si vous étiez dans le comité directoire, mais c'est des invitations que vous avez reçues, parce qu'il y a beaucoup même qui ont été surpris par le fait qu'il y ait une rencontre samedi. Ça, c'est déjà ça. Et le nombre fait que, bon, on s'est dit, il y a un réseau par lequel peut-être les informations la passent. Comment ça s'est fait? Non, tout naturellement, il y a un comité d'organisation. Je ne fais pas partie du comité d'organisation, mais vous savez qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle la veille citoyenne. Je pense que ceux qui ont coordonné le comité, ces gens-là font partie de ce comité de cette veille citoyenne-là. Ce sont eux qui étaient les membres du comité d'organisation. Maintenant, quand vous parlez d'invitation, non, la rencontre a été annoncée sur les réseaux sociaux bien avant les jours J. Voilà, à une semaine depuis le 10, les gens savaient qu'il y avait une rencontre le 17 février avec le président. Donc, on n'avait pas besoin d'invitation. Ceux qui sont allés, s'ils sont allés de façon volontaire et parce qu'ils soutiennent le président, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui ont quitté les provinces Bobo-Dioulasso, Koudougou et Gawa pour venir représenter leur localité.
Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des actes qui ont été triés sur le volet, je ne crois pas. Ce sont des jeunes qui sont engagés, qui veulent accompagner le président et qui ont décidé tout naturellement de quitter les régions pour venir accompagner. En tout cas, quand je suis arrivé, on ne m'a pas demandé de présenter quelque chose comme une lettre d'invitation pour pouvoir avoir accès à la salle. Quel était l'autre jour? Le motif était clair, c'est échange avec le chef de l'État ou bien c'était une organisation de soutien? Je ne sais pas, quel était le motif? Non, l'ordre du jour, c'est échange avec le chef de l'État. Le chef de l'État a décidé que le contexte dans lequel nous sommes, parce qu'il y a eu le retrait des pays membres de l'AES, de la CEDEAO, vous savez que ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive, les gens ont beaucoup parlé de cela. Donc le chef de l'État a voulu rencontrer tout naturellement les jeunes pour communiquer avec eux et puis communiquer aussi avec eux pour leur dire qu'est-ce qui explique le retrait des États de l'Alliance des États de l'Alliance des États du Sahel, je me perds un peu, de la CEDEAO, l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Donc je pense que c'était ça. Je crois ici que c'est une rencontre de communion, mais aussi de communication. Voilà, et aussi montrer aux jeunes qu'il est proche d'eux. Voilà, je crois que la rencontre avait pour l'ordre du jour cela. Rencontrer les jeunes pour communier et puis communiquer avec eux et leur dire pourquoi ils ont pris de telles décisions et pour qu'ils sachent où le capitaine Ibrahim Traoré veut aller et que les jeunes aussi ne tombent pas souvent dans la manipulation parce que comme il a dit, il y a beaucoup de manipulation autour de cette transition-là. On va revenir sur le contenu des échanges après. Moi, je prends on va dire le regard premier relativement à la rencontre. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. D'accord. Voilà, merci. je vais revenir à Mamadou Cabré là-dessus, président du PUT Lanaya. On a tous vu aussi les images, le contenu un peu de certains messages et tout. Déjà, l'opportunité d'une telle rencontre, la typologie des gens qu'on y trouve et la façon dont c'est organisé. Votre regard là-dessus? Merci. Peut-être que je dirais un mot sur la façon avec laquelle ça a été organisé. J'ai reçu le message dans mon réseau WhatsApp. Bon, je n'ai pas compris grand-chose puisque c'était un meeting de soutien. Bon, aujourd'hui, je vois qu'il s'agit d'une rencontre comme si c'était à l'initiative du chef de l'État. Bon, dans tous les cas, ce sont les soutiens du président qui se sont retrouvés pour apprécier la donne nationale et internationale. C'est une très bonne chose, mais l'un dans l'autre, on se rendra compte que c'est à sens unique. Pourquoi? Parce que vous, par exemple, vous avez reçu l'invitation, non? Oui, mais ça n'a pas été intitulé personnel. Ça doit être parce que, bon, dans les réseaux sociaux, comme vous le savez, en matière de communication, s'il y a 1 million d'abonnés, vous pouvez entrer en communication avec 999 999 abonnés. Bon. Donc, ça doit être certainement dans ce cadre qu'on me l'a envoyé. Parce en fait, j'ai posé la question parce que je pense que vous faites sortir le caractère uniligne, peut-être du discours qui est tenu, parce que tout le monde est dans la satisfaction de ce que fait la transition, mais si ce n'est pas du cooptage et que vous aussi vous l'avez reçu, on aurait pu avoir aussi des sons discordants là-bas, de gens qui ne partageraient pas tout ce qui est dit. Bon, des sons discordants... Tous sont discordants, ne se sentaient pas invités. Oui, mais disons-le, parce que c'était... En fait, le fait de recevoir cela n'est pas une invitation, comme je l'ai dit, intitulé personnel. C'est des choses qu'on a balancées sur les réseaux sociaux. Et bon, moi, j'ai reçu ça comme tant d'autres. Peut-être même que si M. Ablas est avec son téléphone là où il est, il a certainement reçu ça. Bon, mais est-ce que tout le monde peut s'y rendre? Bon, moi, je n'ai pas eu grande information en dehors de ce que j'ai eu au service, qui disait que c'est une rencontre de soutien au président de la transition avec probablement l'arrivée du chef de l'État. Dans tous les cas, c'est une bonne chose de garder, j'allais dire, la dynamique autour de cette question et de soutenir le président. Maintenant, les questions qui ont été abordées, les personnes qui étaient et l'opportunité de la rencontre, ça peut faire l'objet des débats. C'est surtout la question que je vous posais, la question de l'opportunité, de la rencontre. Alors, et puis moi, je pense que dans ce contexte-là, si on doit faire, j'allais dire, respecter la loi, on se rendra compte qu'il y a des organisations qui ne peuvent pas se rencontrer. Par contre, d'autres arrivent à se rencontrer. Ce n'est pas dit que les partis politiques, lorsqu'ils vont se rencontrer, feront le contraire. Moi, par exemple, au sein de notre parti, le 11 décembre, parce que parti indépendantiste, nous avons fait une déclaration dans laquelle nous avions noté plein d'actions donc, de la transition qui coïncide avec ce que nous avions défini auparavant. Même si, par moment, nous avions trouvé qu'il y a certaines actions
qui tardent à voir le jour concrètement par rapport sur le foncier ou bien l'occupation des voies publiques et bien d'autres choses. Donc, il y a à ce niveau-là, il faut le dire, bon, moi ça me gêne un peu. Parce que si on doit faire quelque chose de public, il faut le faire dans ce sens. C'est un peu, j'allais dire, dans un Burkina, on risque de créer une société manichéenne. À mon avis, on a beaucoup de choses à faire dans ce que les gens ont fait avant et qui pose problème de réconciliation, que de venir encore créer ou en tout cas enflammer des éléments de ce sens. Ensuite, sur la question liée donc au retrait des États du Sahel de la CEDEAO, bon, je pense que les analyses des uns et des autres, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argument valable. Non, mais ça, on reviendra dessus, comme c'est la question des contenus. Moi, c'était d'accord. Ok, maintenant, pour terminer peut-être sur ça, sur la forme, moi, j'aurais aimé qu'une telle rencontre puisse se tenir où serait, j'allais dire, une organisation suscitée par le chef de l'État. D'accord. Je reviens à vous, Dr Pépéyen. Je pense que Sigiré parle de la justesse, en tout cas de l'initiative, le caractère important à ce moment-là. Il y a des bémols qui sont mis, en tout cas par Cabré, qui dit c'est bien, mais il faudrait que ce soit la parole plurielle, parce qu'on a l'impression d'un président qui s'adresse à une partie, qui partage un avis. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de façon globale sur la forme de ces rencontres-là? Bon, oui, merci, M. Va. Je pense que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État rencontre la jeunesse. Je sais qu'il y a une rencontre annuelle qui se fait donc, entre le chef de l'État et la jeunesse. Je ne sais pas où ça s'est tenu encore cette année, où voilà, le chef de l'État donc, adresse un message à cette voyante jeunesse-là. Mais la particularité de cet événement, c'est qu'ici, ça se repose plus sur une jeunesse militante et combattante, voilà, une jeunesse organisée, voilà, puisque c'est des jeunes qui sont représentés donc, par des structures, voilà, et des, comment on appelle ça, des comités de veille citoyenne. Voilà, donc c'est une jeunesse militante, c'est une jeunesse qui est engagée donc, dans le combat actuel. C'est un peu toute la particularité. Et le président donc lui-même, étant issu de la jeunesse, parce que c'est le plus jeune président au monde actuellement, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, du coup, réunir la jeunesse autour donc, de certains sujets, certaines questions brûlantes de l'heure, moi je trouve que politiquement c'est correct, dans la mesure où cette jeunesse militante et combattante est l'une des grandes composantes, l'une des grandes bases sociales et politiques donc, de cette transition. Et la jeunesse a toujours été donc au cœur de tous les combats politiques, de tous les combats démocratiques dans ce pays. Et même l'avènement du MPSR2 a été en grande partie aussi dû donc à cet engagement de la jeunesse là, aux côtés donc des jeunes officiers, voilà, qui ont pu donc prendre le pouvoir. Et donc je peux comprendre que le chef de l'État aujourd'hui, en tant que jeune qui s'adresse à la jeunesse, c'est une façon donc de s'identifier d'abord à cette jeunesse, comme je l'ai dit, étant issu de la jeunesse, et aussi c'est en même temps, comme je l'ai vu ici, un meeting de clarification. Clarification ici en ce sens que il y a eu tellement d'événements politiques au plan régional et même interne qui se sont déroulés. Et je trouve que le chef de l'État ici, si j'ai bien compris sa démarche, a trouvé bon et nécessaire d'aller auprès de la jeunesse, voilà, qui aujourd'hui est donc la division de choc donc, de cette transition, pour apporter des éclaircissements sur certains aspects donc, qui suscitent aujourd'hui pas mal de polémiques, de controverses sur la place publique, et donner donc le point de vue du gouvernement sur ces questions-là, notamment ce qui concerne le retrait donc, de l'AES, de la CEDEAO, qui est aujourd'hui un thème majeur, en tout cas qui est débattu à tous les niveaux. Donc je trouve qu'un régime donc, qui veut se consolider, qui veut donc avoir une assise au sein donc, de sa population. Et je trouve que c'est toujours intéressant de communier donc, avec certaines catégories sociales. Et ce n'est pas la jeunesse seulement, bien avant les jeunes, il y a eu aussi d'autres catégories socio-professionnelles que le chef de l'État a rencontrées, mais peut-être pas dans la même forme. Voilà, là, c'est carrément un meeting populaire, c'est une liesse populaire. Voilà, donc on sent ici, c'est vraiment une grande fête, voilà, si on peut le dire ici, que le chef de l'État peut organiser pour communier donc, avec la jeunesse. Vous dites rencontrer la jeunesse, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand on écoute Mamadou Cabré, il met le point aussi sur une vérité, c'est que c'est peut-être une jeunesse, mais c'est une jeunesse acquise à la cause du président. Oui, mais c'est ça que j'ai dit, cette jeunesse, c'est une jeunesse militante qui est organisée.
puisque cette jeunesse ici est organisée à travers des comités dits d'éveil. Voilà. Donc, et cette jeunesse aussi, comme je l'ai dit, c'est une grande composante politique de cette transition. Voilà. Donc, c'est une composante des bases sociales de la transition. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, un pouvoir en place puisse entrer en communication avec sa base, voilà, pour pouvoir partager un certain nombre d'informations, un certain nombre de vues. C'est là que j'ai dit la démarche politiquement est correcte. Voilà, parce que voilà, tout pouvoir a besoin d'avoir une assise et de mobiliser autour de lui-même. Et la jeunesse étant de faire des lances de cette transition même du Burkina Faso, une grande composante, c'est la majorité de la population aujourd'hui, parce que nous sommes une population jeune. Donc si le président décide de communier avec cette jeunesse, là je trouve que politiquement la démarche est correcte. D'accord, on va aller dans le fond du sujet. Tout à l'heure, Sigrid disait qu'il y avait beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. On sait qu'il y a la question sécuritaire qui a été abordée. Le président a rassuré, il a dit qu'il y a de l'acquisition militaire qui était encore en train d'être faite pour, et ça il l'a dit, faire de notre armée une armée puissante. Et puis, il y a évidemment la grande question, c'est celle du retrait des pays membres de l'AES, de la CEDEAO. Bon, je rappelle un propos, je vais vous permettre de réagir en tour de table. Il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO parce que tout ce que nous faisons venir, nos importations, pour la majorité, viennent de l'espace hors CEDEAO. Donc, le président relativisait la question de l'impact. Parce qu'on a beaucoup entendu aussi, on va quitter la CEDEAO, il y aura ceci, il y aura cela. Il relativise la question des impacts et évidemment, il rappelle on va dire la justesse de la décision. Sigiré, sur ce chapitre. Oui, sur ce chapitre, c'était vraiment ému parce que le président a pris son temps d'abord pour expliquer pourquoi nous avons quitté la CEDEAO. Il a montré que la CEDEAO est restée passive face aux difficultés du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il n'y a pas de fraternité et de solidarité au sein de la CEDEAO. Vous êtes dans une institution sous-régionale, vous vivez des difficultés, vos peuples sont dans des difficultés et la CEDEAO ne fait pratiquement rien. Donc le président a rappelé d'abord ce contexte-là. Il a rappelé le contexte de la création de la CEDEAO. La CEDEAO a été créée par des chefs d'État qui étaient en majorité des militaires. Aujourd'hui, la CEDEAO ne soutient pas les États quand les États sont dans des moments de difficulté. Et voilà pourquoi le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO. Au-delà de cela aussi, en parlant du contexte économique, il a voulu simplement dire aux jeunes que même hors de la CEDEAO, nous pouvons vivre. Nous n'allons pas mourir parce que nous ne sommes pas dans l'espace CEDEAO. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la CEDEAO qui a créé le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La CEDEAO a été créée en 1975. Bien avant 1975, ces États-là existaient et faisaient des échanges. Donc, il a voulu ici montrer que c'est vrai qu'il pourrait avoir des inconvénients après, à l'issue du retrait de ces trois États-là de la CEDEAO. Mais les inconvénients sont moindres. Et si les populations comptent sur elles-mêmes, comptent sur leur capacité de résilience, d'organisation et de détermination, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous autosuffire et nous épanouir hors de l'espace CEDEAO. Et c'est en cela que la rencontre était importante parce que, M. Vaha, après le retrait des trois États membres de l'AES de la CEDEAO, nous avons entendu tous les propos. Nous avons vu des spécialistes en tout et en rien sur les plateaux télévision se comporter en oiseaux de mauvais augure. Ils ont produit tout le mal et tout le malheur au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mais c'est inacceptable et inadmissible. Est-ce que c'est prédire malheur? C'est de dire, c'est de dire, ils ont énuméré les conséquences qu'il pourrait y avoir. Maintenant, il y a des alternatives pour résorber ces conséquences. Ils n'ont pas seulement énuméré les conséquences. Ils sont allés au-delà de cela. Ils sont allés au-delà de cela pour nous faire croire que sans la CEDEAO, nous ne pouvons pas vivre. Sans la CEDEAO, nous sommes incapables de nous organiser et de nous autosuffire. Et c'est en cela que le chef de l'État a voulu cette rencontre-là pour clarifier, pour faire une clarification, pour dire aux gens dans quel contexte nous avons quitté la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO nous apportait et qu'est-ce que nous pouvons faire sans la CEDEAO. Et il était précis, clair, concis et catégorique. Nous pouvons vivre sans la CEDEAO parce que ces trois États-là existaient bien avant la CEDEAO. Et même en matière d'échange, quand vous regardez dans l'espace CEDEAO, le taux d'échange n'est pas aussi élevé comme ça. Nous échangeons plutôt avec d'autres pays même qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Et surtout, c'est cette passivité de la CEDEAO face aux trois États en difficulté. C'est cela qui a contraint les États à sortir. Donc c'est le contexte qui a poussé ces trois États à sortir. Donc c'est pour vraiment que les jeunes sachent que nous avons encore de l'avenir. Parce que comme je l'ai dit, les gens ne se contentent pas seulement de faire des commentaires. Les spécialistes ne se contentent pas seulement de dire que non, voilà vous avez quitté la CEDEAO, voilà les avantages et les inconvénients. Non, ils se comportent en oiseaux de mauvais augure.
Ils prédisent le malheur. Ils vont jusqu'à nous faire croire que nos populations ne peuvent pas vivre sans la CEDEAO, parce que la CEDEAO est un espace économique, mais aussi un espace politique. Non, mais autant, ce n'est pas normal. Autant il y a le réalisme sur ce que les États ont chacun des forces intrinsèques, autant aussi il y a le réalisme de ce qu'un espace communautaire dans lequel vous avez été pendant pratiquement 50 ans, 49 ans, ce n'est pas rien, vous ne pouvez pas partir sans conséquence. Et ça aussi, c'est aussi le discours de la réalité à avoir. Moi, je vais vous permettre de mettre une pause et puis vous allez réagir encore. Vous allez réagir. Non, je vais réagir quand même sur ce que vous avez dit. Quand vous dites que vous avez dit, quand vous dites que nous avons été dans la CEDEAO pendant 30 ou pendant longtemps, pendant 49 ans, mais il y a des divorces même après 60 années de vie. Il y a des gens qui divorcent même après 60 ans. Vous n'avez jamais vu ça là? Il y en a qui se font sans conséquences et d'autres avec des conséquences. Non, mais toute chose, il y a des conséquences. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de conséquences. Mais vous dire que quand vous divorcez après 60 ans, vous allez mourir le lendemain, ça, ce n'est pas vrai. Après 60 ans, on peut divorcer et vivre encore 30 ans après. J'attends d'avoir les spécialistes qui ont dit qui ont prédit la mort. Non, on ne va pas dire leur nom ici, mais vous êtes journaliste. C'est certains de vos collègues qui ont prédit le malheur sur certains plateaux. Moi, je les écoute. Nous avons reçu ici plusieurs spécialistes qui ont posé le débat des conséquences avec les alternatives qui sont possibles. Ça aussi, c'est des débats de construction qui sont souvent menés. Maintenant, je pense que l'analyse n'est pas jeter des courriers, parce qu'il ne s'agit pas de dire que le futur, ça sera ça pour celui-ci, alors qu'on connaît les capacités pour quelquefois résorber certains éléments. Allons-y. Donc, Mamadou Kabri, toujours sur cette question-là. Non, en fait, moi, je vais dire quelque chose en préliminaire, si on peut le dire ainsi. En fait, quand on débat sur le Burkina Faso, ce n'est pas qu'on n'aime pas le président et la transition, ou il y a tel ou tel autre aspect où il faut aduler le président. Il faut faire des analyses, simplement, qui se reposent sur la réalité. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, environ 4 ans, il reste 1 mois pour que ça fasse 4 ans, il y a eu le Covid-19, on a fermé les frontières. Le litre d'huile était à 800 francs, il est passé à 1500. Il y a eu d'autres problèmes, liés même à la farine de blé, où les gâteaux de 25 francs sont passés à 50 francs. C'est ça que vous l'avez dit, ce n'est pas rien. On peut faire des analyses. Je ne souhaite pas que le pays sombre. Je ne veux pas que le pays sombre. On est dans des réalités qui sont à prendre en compte. Moi, ce qui m'a rassuré dans ce qui a été fait, ce sont les propos du ministre des Affaires étrangères qui a dit que c'est dans le cadre multilatéral que le Burkina a des problèmes avec la CEDEAO. Mais dans le cadre bilatéral, on continue à avoir des relations avec le Togo, la Côte d'Ivoire, etc., qui sont restés dans la CEDEAO. Sinon, si eux aussi constituaient un bloc et ils nous fermaient leurs portes, je ne suis pas sûr qu'on ne va pas ressentir les coups. Parce que le port le plus proche, ce serait certainement le port de Conakry ou le port de Nouakchott ou de Nouadhibou pour passer par le Mali. Ça aussi, ça fait des surcoûts. Donc ce sont des réalités et je pense que quand on est dans des débats, en tant que société civile, homme politique, intellectuel, journaliste ou enseignant, on doit être en mesure de faire les perceptions. Ce n'est pas pour rien qu'on enseigne à l'école, surtout en classe de seconde, première, terminale, la dissertation avec les types de plans dialectiques. Ou au-delà de la thèse, on va au-delà de la synthèse pour tirer on va à l'antithèse pour tirer la synthèse. Mais là, je reviens un peu à ce que le Dr Olo Pépin disait. C'est qu'à un moment donné aussi, quand on prend les décisions et qu'on soit obligé aussi d'expliquer, il faut, avec ce que vous avez en face, donner le pourquoi de la décision que vous prenez. Je pense aussi inspirer, non pas la peur par rapport au lendemain, mais inspirer la confiance, parce que ce sont des décisions qui ont été prises en toute connaissance de cause. Et souvent, même quand le président dit, il relativise les impacts, il parle de moins de 5% d'échanges économiques, ce n'est pas faux ce qu'il dit. C'est une façon aussi d'y réveiller et d'éveiller un peu leur conscience sur ce qu'on pense être un avenir sombre. Ce n'est pas un mensonge en tant que tel, je veux dire. On n'a pas dit que c'est un mensonge, mais il y a des réalités. Le Burkina, le Mali et le Niger sont des pays sans littoral. Ça veut dire que ce n'est pas la voie maritime. Et par la voie maritime, les corridors de prédilection, c'est par le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. C'est ça que j'ai dit. Ce sont les propos du ministre Karamoko qui me rassure lorsqu'il a dit que les relations bilatérales entre ces pays-là restent toujours. C'est plutôt dans le cadre multilatéral que ça pose problème. Là, ça nous rassure et on sait qu'avec le Togo, comme ils l'ont dit concernant le Niger, les marchandises qui sont au port pourraient transiter et aller au Niger facilement. Donc, ici, ce n'est pas de dire que ce n'est pas 5% le problème. Mais même si c'est 0,01%, mais tout ce qui vient de l'extérieur doit passer par le Togo ou par le Bénin et qu'il y a blocus, ça pourrait être un problème.
Donc là, il faut analyser les problèmes simplement et trouver, j'allais dire, la dynamique pour qu'on se retrouve ensemble en train de vivre. Sinon, les réalités, ça peut exister parce que ça rentre un peu dans ce qu'on appelle les sciences sociales. Ça peut être vrai comme ça peut être faux par rapport à un avenir qui va être sombre. Donc, mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des petites analyses, des analyses clairvoyantes par rapport à l'expérience. J'ai pris le cas par exemple avec le Covid-19 où on a fermé les frontières et ça crée plus de problèmes. Et j'ai reçu un écrivain qui a dit que les frontières fermées ont tué plus de gens que le Covid lui-même en a tué. Donc, ça aussi, on peut dire ça. Oui, mais la réalité, c'est que quitter un espace, ce n'est pas dit qu'on ne commerce plus avec cet espace-là. Le principe même du commerce international, c'est celui du gagnant-gagnant pour chacun. La Côte d'Ivoire, quand on fait passer les marchandises par là-bas ou un autre port, je ne pense pas que ce soit gratuit. Juste parce qu'on est dans le même espace, ce n'est pas gratuit, on paye. Donc, je vais dire que ça va continuer. Mais j'ai dit que j'arrachais la parole à Sigiré pour vous permettre, parce que je savais un peu votre point de vue là-dessus. Je la lui donne avant de revenir à Dr Le Pépin, mais rapidement. Merci beaucoup. Pour revenir à ce que M. Cabré a dit, d'abord la comparaison, c'est une question de forme. On compare les choses d'abord dans leur forme avant de les comparer dans leur forme. C'est pas comme vous avez expliqué ça, mais on ne peut que comparer deux micros. On ne peut pas comparer un micro avec une torche, ce n'est pas possible, parce que les formes ne tiennent pas. Quand je prends l'exemple avec Covid-19 là, ce n'est pas, ici les formes ne tiennent pas. Covid-19 c'est une maladie. On a fermé les frontières, tous les pays ont fermé les frontières. Dans les retraits des pays membres de l'AES, de la CEDEAO, le Burkina n'a pas dit qu'il va fermer sa frontière avec la Côte d'Ivoire, ni avec le Togo, ni avec le Bénin. On a quitté la CEDEAO. On a rompu nos relations avec le Togo et le Bénin. Ce n'est pas la même chose. En fait, je pense que c'est simple à comprendre. Monsieur Vahazé, beaucoup de respect pour les journalistes. Vous savez, il y a un de vos collègues que je respecte beaucoup, de vos confrères que je respecte. Je l'appelle grand frère. Non, je ne vais pas citer son nom. J'ai beaucoup de respect pour les gens. Dans son écrit, quand il nous fait croire que le Burkina Faso, en quittant la CEDEAO, aurait des difficultés avec la Côte d'Ivoire. À moins que les autorités ivoiriennes elles-mêmes décident que parce que le Burkina Faso a quitté la CEDEAO, elles vont se comporter d'une autre manière envers le Burkina Faso. Sinon, il n'y a pas de relation. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont liés par des relations fraternelles et des relations historiques. Bien avant la création de la CEDEAO en 1975, il y avait des relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nos grands-parents partaient en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire, M. Cabré, qu'ici la comparaison ne tient pas. Et pour terminer, quand il parle que les autres pays se referment, mais nous sommes ici avec des données économiques. Dans l'économie, ce ne sont pas des dons. Nous échangeons avec la Côte d'Ivoire, ce sont des partenaires gagnants-gagnants. Si aujourd'hui aucun Burkinabé ne part au port d'Abidjan, ou bien au port de Lomé, ou bien au port de Bénin, vous pensez que ces ports ne perdent pas? Ils perdent autant que nous perdons, et c'est ce que le capitaine a dit. Dans l'économie, ce sont des questions d'intérêt. Une fois que ces gens ont des intérêts avec vous, ils vont trouver des solutions pour que vous puissiez échanger ensemble. Donc moi, je ne vois pas en quoi cela c'est une peur. Et quand je vois des gens sur des plateaux mettre ça devant, moi j'ai l'impression que c'est juste pour faire peur aux populations, alors qu'en réalité, dans l'économie, les choses ne marchent pas comme ça. Sans être un économiste, je sais que ce sont des échanges gagnants-gagnants. Chacun gagne quelque chose. Ces États n'ont pas intérêt à rompre les relations avec le Burkina Faso. D'accord, docteur Le Pépin qui n'a pas encore réagi sur ce point-là, des explications qui ont été données par le président, ne serait-ce que pour rassurer, et puis de dire qu'on quitte la CEDEAO, mais voilà, tout ne s'écroule pas, on a des alternatives, et voilà, on constatera. Ok, merci M. Var. Bon, je pense qu'avant que le président ne dise cela, lors de nos débats, donc j'avais attiré l'attention ici de certaines personnes. Bon, je n'ai pas cité le nom avec qui j'ai eu des échanges sur le plateau, voilà, où je disais que si on doit essayer de voir le volume des échanges entre les pays de la CEDEAO et d'autres régions du monde, et je pense que les produits que nous consommons viennent plus d'ailleurs, et j'ai précisé, viennent plus de l'Asie et de l'Europe que des pays membres de la CEDEAO. Et je disais là, si on prend les pays membres de la CEDEAO là, les motos que nous roulons là, les voitures hautes là, tout ce qu'il y a ici là, dites-moi c'est quel pays qui fabrique ça? C'est des pays de transit. Les marchandises quittent l'Asie, ça quitte l'Europe, ça ne transite pas des pays pour arriver ici. Et c'est transit comme M. Vaud venait de le dire là, mais on paye, n'est-ce pas? Alors, il y a des pays aujourd'hui, si nous tournons le dos à leur port, ils vont sombrer, ils vont fermer. Mais on a vu les sanctions contre le Niger. Et le plus grand perdant de ces sanctions-là, c'est le Bénin, ici. De sorte même que le président lui-même s'est retourné finalement contre les sanctions de la CEDEAO. On a vu ici les vidéos. Donc c'est pour dire ici, et je pense que nous ne devrons pas être dans des positions alarmistes ou du moins
cultiver ici le pessimisme et autres. Là. Nous sommes dans une situation où il y a donc une géopolitique donc, qui veut nous écraser, qui veut donc nous réduire donc, à néant. Et aujourd'hui, les États, au nom de la souveraineté proclamée, donc, ont décidé ici de se retirer pour se réorganiser autrement en dehors de ces espaces. Maintenant, le débat doit se poser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire voilà, dans ce nouvel espace-là pour pouvoir continuer donc à exister de façon même de la plus belle manière que là où on était avec la CEDEAO. Donc, c'est pour dire ici à Mamadou Kabré que j'admire beaucoup. Je l'ai connu quand il était syndicaliste, peut-être celui qui ne me connaît pas. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, je l'ai dit ça. Voilà. Donc, je dirais que on ne doit pas s'enfermer dans des positions unilatérales pour dire non, voilà, et si on quitte, voilà les conséquences des pays du littoral, c'est ceci, cela. Mais souvent le discours, c'est pas ça. C'est seulement que on a quelquefois la négation de la conséquence. Oui. Et puis, comme on dit là, le noircissement du tableau. Oui. Alors qu'il y a un juste milieu qu'il faut avoir. Reconnaître qu'il aura des conséquences. Oui. Maintenant, allons sur les alternatives qui vont être proposées. C'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est ce que Mamadou Kabré tout à l'heure disait. Il dit que c'est dans le bilatéral. Je pense que, parce qu'on a l'impression que quand quelqu'un dit qu'il aura des conséquences, ça veut dire qu'il est contre, il est suscible. Non, c'est pas que ne lis pas ma pensée de cette façon. Ici, là, dites-moi quelle est la posture que ces États vont avoir qui n'a pas de conséquences. Même étant à la CEDEAO là, mais il y a des conséquences plus que même si nous quittons la CEDEAO. Mais voilà le Niger, c'est étant à la CEDEAO que le Niger est en train de vivre aujourd'hui ces misères, même si bien avant ça, le Niger était dans une situation misérable, comme tu le disais, que ça n'a pas commencé avec les sanctions de la CEDEAO. N'est-ce pas? Alors, mais si étant la CEDEAO, mais la CEDEAO va augmenter ici votre misère, mais il vaut mieux quitter cette misère-là pour peut-être aller vers une autre misère où au moins vous aurez au moins votre souveraineté, votre dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quel que soit aujourd'hui, nous sommes dans une situation géopolitique, quelle que soit la position qui sera prise, il y aura toujours des conséquences. Maintenant, ces conséquences-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller de l'avant? C'est là où le débat... Je vais permettre à Mamadou Kabré de réagir là-dessus, puis on va avancer. Juste pour dire que, en fait, quand les gens font les analyses, on dit qu'il ne faut pas comparer un micro et une torche. Les situations, par ailleurs, s'équivalent. Et que dans ce cas-là, le fond du problème, c'est quoi? Il y a des connotations, il y a des aspirations politiques qui sont en bas. Si l'AES même a été créé, il y a eu le retrait là, c'est parce que justement, il y a des intentions politiques qui sont cachées. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'un pays pourrait dire à l'un de ces pays, tenez bon pendant tant de mois, je vous finance à telle hauteur. Donc nous, on est en train de faire des analyses sur ces aspects. Ce n'est pas dit que ce n'est pas possible. Moi, je rappelle que j'ai eu à mener des débats même avant, au temps d'Europe, pour dire que s'il y a embargo au Burkina Faso, les autres pays vont en partir. Mais en attendant qu'on trouve les voies et moyens pour acheminer nos produits, même si ce n'est pas fabriqué en Afrique de l'Ouest, il n'en demeure pas moins qu'il peut avoir problème pendant ce temps. Donc cherchons les solutions, mais on n'a pas parlé des solutions, on ne fait qu'un panorama des éléments du contexte. Justement, parlant de solutions, je pense que c'est en train d'évoluer du côté de l'AES. On a vu les ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui sont réunis jeudi à Ouagadougou pour concrétiser un projet ambitieux, c'est-à-dire la création d'une confédération, donc entre les trois nations, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Et on a vu un peu les conclusions. On retient qu'en ce qui concerne la charte de l'AES, les ministres n'ont pas jugé nécessaire de procéder à sa révision, mais ils ont tenu compte des références faites au traité révisé de la CEDEAO dans la charte et au traité sans délai des trois pays de se retirer de cette organisation. Donc les ministres ont convenu que le traité portant création de la Confédération prenne acte du dit retrait. Et puis il y a aussi d'autres éléments qui sont ressortis. On parle de faire référence historique à ce que les peuples du Sahel ont de propre. Et il y a en outre fait l'option de l'architecture institutionnelle légère comprenant la session du collège des je vais retrouver ça, des États, des chefs d'État, les sessions du Conseil des ministres et les sessions des représentants du Parlement. Et puis on a des éléments plus concrets qui sont ressortis avec l'accélération de l'élaboration de la charte graphique de l'AES, l'élaboration dans le meilleur délai des projets de protocole additionnels relatifs à la répartition et aux compétences entre les confédérations et les États. Et aussi ils ont recommandé un certain
nombre d'éléments, comme le protocole additionnel, je le disais, et puis la libre circulation notamment entre ces différents pays-là. Vous avez suivi les échanges de jeudi, ça s'est fait un peu à, on va dire ça, en tout cas à pas de course, on l'a toujours remarqué, mais on sent qu'il y a ces pays membres-là, déjà, la volonté, le contenu qu'on est en train maintenant d'y mettre, et que ce n'est pas un peu plus de concret que depuis la période du retrait. Je vais commencer par vous, Sigiré. Oui, merci beaucoup. Vous savez, le problème de certains Burkinabés, c'est que le problème est que beaucoup de gens ne croient pas en l'AIS. Et comme ils ne croient pas en l'AIS, ils font tous l'impression que les gens dans leur argumentation font tout pour nous ramener à la CEDEAO, comme pour nous dire que la CEDEAO est plus viable par rapport à votre AIS là, qui a été créé par des militaires. Moi, je crois en l'AIS. Ce n'est pas une... J'ai dit l'AIS c'est une solution ici, conjoncturelle et structurelle. Conjoncturelle parce que l'AIS va nous permettre de mieux lutter contre le terrorisme. Et ça, c'est déjà une très bonne solution. Structurelle parce que l'AIS là, ce n'est plus une question de formalité. Les chefs d'État sont décidés à faire de cet espace-là un espace viable. Un espace économique viable est un espace politique viable, est un espace communautaire qui va regrouper les populations de 3 États. Et c'est partant de cela que les décisions sont prises. Quand on me dit des solutions, les gens sont souvent pressés. Nous allons étape par étape. Il n'y a pas une nation qui s'est construite en 2 jours. Il n'y a pas un président aussi volontaire, aussi volontariste qu'il soit, qui a pu faire de grandes choses en 2 mois, en 3 mois. L'AIS a été créé, je crois, en août 2023 et nous sommes en train d'avancer étape par étape. Là, cette rencontre des ministres, c'est une très bonne solution. Ils ont pris des grandes décisions et ils vont aller étape par étape. Vous allez voir, il y aura bientôt la création de la monnaie. Il y aura bientôt d'autres activités au sein de l'AIS qui vont faire que les gens même, ceux même qui ne croient pas à l'AIS là, vont voir que nous sommes décidés à entamer un processus de souveraineté et à rompre avec l'ordre colonial. Bon, vous dites, oui, vous dites les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient pas, oui. Mais là, quand on parle de confédération, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. On a eu une qui avait été un peu, comment dire cela, souhaitée. Et il y avait, la Guinée qui y était. Vous vous rappelez, il y avait même tous les ministres de ces pays-là qui étaient là. En ce moment, au Niger, il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait pas forcément les mêmes regards que nous. Mais par exemple, ça, on n'en a pas encore fait le bilan. Peut-être que tout le monde sait que c'est mort. Vous savez, mais après, il n'y a pas de bilan qui a été fait. Mais alors que les ministres étaient ici, et on avait un peu les mêmes dynamiques. Est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi de tirer... Parce qu'on ne peut pas faire des discours comme ça à des États pays, et puis après on n'en fait pas les conclusions, et puis on passe à autre chose. Est-ce que ça ne devrait pas être au moins être énuméré? Je sais, vous savez, tout s'explique par le contexte social. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas dans cette situation-là. Tout s'explique par le contexte social. S'il y avait eu cette initiative et que ça a échoué, c'est parce que le contexte social n'était pas favorable. Il y a beaucoup de gens qui veulent analyser ce qui se passe aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger, sans tenir compte de ce contexte social-là marqué par la crise, marqué par cette crise terroriste. Du reste, il y a des gens, certaines personnes qui disent qu'il n'y a même pas de guerre au Burkina Faso, il n'y a pas de guerre au Mali, parce que les assemblées nationales n'ont pas décrété qu'il y a une guerre. Le contexte social aujourd'hui est différent. Ces 3 États-là sont des États en crise. Si bien que les populations sont fatiguées et les populations n'ont pas d'autre solution que de s'assumer, de s'unir, de rester engagés et déterminés pour accompagner ces 3 hommes. C'est cela qui marque le contexte aujourd'hui. Si bien qu'aujourd'hui, la volonté d'union, la volonté de rassemblement, cette volonté-là est forte, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Moi, j'ai vu la dernière fois une note où des Nigériens disaient que les Burkinabés et les Maliens qui vivent au Niger paieront les mêmes taxes et les mêmes trucs parce que ces pays-là, les Burkinabés et les Maliens payaient plus que les Nigériens. Ils ont décidé que tous ces 3 États-là, les habitants de ces 3 États-là vont payer le même montant. Alors qu'avant, ce n'était pas pareil. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les populations ont compris qu'après tant de difficultés, après tant de misère, elles n'ont pas d'autre solution que de s'unir dans l'alliance des États du Sahel pour accompagner les dirigeants. Et les dirigeants qui sont là, contrairement à ce que certains disent qu'ils sont des aventuriers, peut-être ce sont des aventuriers, parce qu'ils n'étaient pas préparés pour venir au pouvoir. Mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont pris conscience. Et avec l'engagement des populations, ils ont su qu'il y a des hommes et des femmes de très bonne volonté derrière eux qui veulent les accompagner pour faire des grandes choses. Donc, quand les gens disent que non, on n'envisage pas des solutions, on envisage des solutions. Mais les solutions viendront dans le temps. On ne peut pas trouver toutes les solutions en quelques fractions de secondes ou bien en quelques jours
pour résoudre des problèmes et des crises qui sont là pendant des années. Il faut être patient. Donc il faut aller étape par étape. Il faut être patient, il faut y croire. Voilà, il faut y croire. Docteur Lopé-Payen, vous, on ne vous a pas trop entendu. Hein. Moi, je préfère équilibrer un peu aussi les temps de parole. On revient sur ce qui s'est passé jeudi. J'ai dit, est-ce qu'on sent une AES qui est en train de vraiment prendre forme? Parce que quand on parle de protocole additionnel qui est relatif d'abord à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité, pour faire face déjà à l'implication liée au retrait des États de la CEDEAO. Donc c'est des éléments qui commencent à prendre forme, vous pensez? Oui, je pense que déjà il y a des rencontres qui se font donc au niveau des plus hautes autorités entre les 3 États. Et il faut dire que l'AES est une alternative donc à la CEDEAO. Ça au moins c'est clair. Si les pays s'étaient retirés sans peut-être proposer autre chose, sans mettre une autre forme d'organisation communautaire en place, là on peut dire que bon voilà, peut-être c'est peut-être des positions aventuristes. Mais en dehors de la CEDEAO, il y a l'AES qui est là. Et je pense que les autorités, telles qu'on voit les choses aller, sont en train donc, en tout cas, de créer les conditions pour que cette AES soit viable. Et moi j'ai dit c'est un processus et l'AES va se concrétiser à partir du moment où des organes tangibles seront mis en place pour le fonctionnement donc, de cet espace communautaire. Qu'est-ce qui a fait que les premières formes de regroupement, les premières tentatives de regroupement ont échoué? Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu des organes, une architecture institutionnelle qui soutenait le projet. Quand on prend la fédération du Mali, bon, c'est un abus de langage, ce n'était pas une fédération encore, c'était une confédération, mais il n'y a pas eu d'organe concret. Quand on prend l'Alliance Ghana-Guinée, il n'y a pas eu d'organe, des institutions ici qui ont accompagné. C'est pour ça que c'est resté donc au stade seulement diplomatique, voilà, où des chefs d'État ont émis une intention d'aller à un regroupement. Mais tant qu'il n'y a pas une architecture institutionnelle qui sera bâtie autour donc de ce projet communautaire, là en ce moment je pourrais dire que c'est toujours au stade, en tout cas du discours. Donc pour moi l'AES sera vraiment concrétisée, sera actée de façon claire dès lors que des organes déjà seront mis en place pour que... Ils ont même proposé un projet tangible qui donne la répartition des compétences entre la Confédération et l'État. Ce sont des éléments qui doivent être... Oui, mais justement, c'est ça qui doit maintenant concrétiser même évidemment l'existence de l'AES. Mais sinon, jusqu'ici, nous sommes toujours au stade diplomatique. Mamadou Cabri, je suis la même question. Je dis, qu'est-ce que tout cela vous a inspiré? Non, c'est déjà aller au-delà de, j'allais dire, ce coup de boutoir et pouvoir concrétiser quelque chose, à l'image de beaucoup de fédérations qui existent et qui sont viables, comme par exemple aux États-Unis. Vous allez voir effectivement qu'il y a des prérogatives qui relèvent des États-Unis, comme il y a des prérogatives qui relèvent au niveau des États, et il y a un certain nombre de choses. Mais il faudrait également qu'au-delà de cet aspect institutionnel qu'on veut mettre en place, qu'on tienne compte des aspects culturels. Parce que quand je parle des aspects culturels, lorsque on va arriver à un stade où on dira qu'on doit avoir un président de l'AES, peut-être que certains diront, ah oui, de l'autre côté, ils sont 40 millions, ici c'est 15 millions, ou là-bas c'est 18 millions, ça pose un problème. Donc ça risque d'être toujours un président issu de ce pays-là. Donc ce sont des éléments qu'il faut conjuguer de pair et pouvoir aller dans une certaine dynamique. Mais je voudrais, si vous me permettez, de rebondir à la question de M. Sigiri. Moi, je suis ici en tant qu'homme politique. Mais j'ai oublié aussi de faire souvent des analyses là, sur cet aspect, mais aussi sur des aspects politiques. Il est bien vrai que l'exemple des fédérations là se justifie. Mais moi, là où je suis assis là, j'ai encore soif de connaître quelque chose autour du retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Parce que si c'est ce que les gens ont dit, que parce qu'on a un pacte avec l'OTAN qui va amener ses troupes au niveau des États sahéliens, bon, je pense que ce n'est pas totalement, j'allais dire, une des raisons. Les raisons ont été données à... Oui, non, j'arrive, non, mais ça fait partie... Détaillé, on a vu des communiqués qui ont été faits. Mais je vais, excusez-moi, je vais me prendre les exemples. Attendez, non, moi je... Mieux que cela ne vous a pas encore convaincu. Si on va sortir dans le débat, j'allais dire un peu poli, bon, on risque de ne pas s'entendre ici. Mais je prends un exemple terre à terre. Je suis sankariste, c'est indéniable. Mais je vous rappelle qu'en 1986, Sankara a eu maille à partie et avec la CEDEAO et avec l'OUA. Mais en 1987, il est reparti dans cette même OUA. Faisons attention et gardons les choses et ne jetons pas le bébé. Dernière question en tour de table. Mais oui. Ça, je vais vous demander la rigueur de ne pas excéder chacun 1 minute 30 secondes. Okay. C'est
toujours dans le contenu de ce qui est sorti des recommandations. Il y a une recommandation qui m'a fait tic. C'est la mise en place d'un cadre de concertation en vue de gérer les implications liées au retrait sans délai de la CEDEAO, l'identification des partenaires stratégiques. Ça paraît pas venu après la décision. On s'est dit que ça, on était un peu... peut-être qu'il y avait... Parce que l'AUS existe quand même depuis. Et la décision de quitter, ça s'est fait de façon concertée. Est-ce que ce n'est pas des éléments qui avaient déjà été entrevus? Et pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on pense à des concertations pour voir les implications du retrait? Bon, moi, à mon avis, je pense que même si ça devrait être pensé depuis août, au moment où on a créé l'AES, et que c'est maintenant que c'est pensé, on rattrape, on sauve les meubles. Et de cette façon-là, est-ce que le partenaire que nous allons trouver, on en trouvera certainement, mais est-ce qu'il pourra régler nos problèmes? Est-ce qu'il pourra solutionner tout ce qui pourrait arriver comme problème? Moi, je pense que déjà, parler de partenaires stratégiques, c'est bon, mais parler de l'exploration de l'ensemble des partenariats à travers le monde, ce serait encore plus intéressant que de voir un ou deux partenaires stratégiques qui pourraient peut-être ne pas nous ouvrir toutes les portes. Je reprends ma question parce que le retrait s'est fait de façon concertée. Oui. C'était un dimanche, vous vous rappelez, c'était à quelques heures du JDS. Et donc on a analysé cela. Et le retrait, chacun des pays a dit que c'était mûrement réfléchi. Mais quand on réfléchit mûrement, ça veut dire qu'au moins les conséquences, c'est des choses qu'on a déjà, sur lesquelles on sait déjà en termes d'alternatives entendues. Maintenant, on parle de la mise en place d'un cadre de concert en vue de gérer les implications liées au retrait sans délai de la CEDEAO, l'identification des partenaires stratégiques. Bon, moi je dirais que c'est plutôt des éléments spontanés qui peuvent arriver, et avoir ce cadre-là, ce n'est pas mauvais en soi. D'accord. Réaction rapide. J'ai dit ne pas lui, donc. Non, mais je pense que les chefs d'État se sont donc les trois pays sont retirés donc, de façon concertée. Voilà. Mais là, ça dit que c'est comme si on posait le débat au niveau de l'AES. Ok. Voilà, l'AES en tant qu'espace communautaire en gestation. Donc du coup, on invite donc l'AES à réfléchir, voilà, comment donc entrevoir donc d'autres partenaires stratégiques. Voilà. Mais ce que nous avons vu, c'est que c'est des chefs d'État qui se sont on a vu le Mali et le Burkina au même moment prononcer donc le retrait. Si. Voilà, mais est-ce que c'était au nom de l'AES en tant qu'espace communautaire que cela a été fait? C'est chaque pays maintenant qui a décidé de se retirer. Maintenant, il faut porter maintenant la chose au sein de l'AES pour maintenant trouver... Avis partagé, si il est... Oui, je partage son avis. Ici, les chefs d'État ne veulent que officialiser la chose. Sinon, depuis, vous voyez, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger, ces pays-là, sur le plan géostratégique et puis géopolitique, étaient en train de diversifier les partenaires. Et les anciens partenaires, je ne dirais pas qu'il y a eu divorce, mais les anciens partenaires n'étaient pas tellement les bienvenus. Ces pays ont commencé à diversifier les partenaires. Maintenant, à travers la mise en place de ce comité-là, il s'agit pour ces trois pays maintenant de se rassembler et de voir maintenant comment peut-être ils vont officialiser ces liens-là avec les partenaires, puisque de toute façon, quand on voit en réalité, les trois pays ont pratiquement plus ou moins les mêmes partenaires de façon géopolitique. Bon, on peut même citer son nom ici, même si vous le connaissez. Mais, bon, ok, donc comme vous le dites, mais il s'agit maintenant de se mettre ensemble maintenant et de dire, bon, effectivement, comme nous avons les mêmes partenaires, nous allons voir maintenant comment nous allons pratiquement travailler avec ce même partenaire. Sinon, ça a été réfléchi bien avant même que les trois États ne créent maintenant l'alliance des États de Sahel. Maintenant, comme ça a été réfléchi de façon individuelle dans chaque État, maintenant on part à une réflexion commune maintenant pour mettre ensemble les points de vue et de collaborer avec ces partenaires-là qui sont pratiquement les mêmes pour tous les pays. D'accord, on va boucler ici sur ce qui est des sujets concernant l'actualité nationale. On devrait parler de la question de l'évaluation des ministres, mais bon, on n'a pas trop le temps. On va passer plutôt à une autre actualité qui a eu une évolution quand même pour moi majeure cette semaine, celle sénégalaise, et on va vous permettre de réagir là-dessus. On ne nous reste plus assez de temps, mais on va quand même se permettre un tour de table, parce qu'on a vu la Cour constitutionnelle qui a donné sa décision le 15 février, qui a décidé que la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, on sait que c'est la question du corps électoral, qui avait été convoqué, annoncé par Macky Sall d'un report de 10 mois. Il y a l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février qui avait donc décidé en tout cas d'entériner cela. Et voilà la décision qui tombe, cela est contraire à la Constitution. Et donc, il est demandé au président de faire vite pour qu'on ait des élections dans les délais, dans de bons délais. Et le président Macky Sall aussi qui dit prendre acte de cette décision qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes juridictionnels normaux de la démocratie et de l'état de droit tels que consacrés par la Constitution sénégalaise. Donc,
qu'est-ce que vous avez comme avis sur ce qui s'est passé, les différentes évolutions ces derniers temps? Sigiré. Oui, moi je ne peux ici qu'apprécier le Conseil constitutionnel sénégalais et les juges qui ont siégé, qui ont refusé de se soumettre à la volonté de Macky Sall. Pourquoi? Parce que le Sénégal reste aujourd'hui le seul miroir de la démocratie dans la CEDEAO. Et si ce miroir se casse, il n'y a pratiquement pas de miroir. Donc les juges sénégalais ont intérêt à travailler pour sauver le Sénégal. Quand on parle aujourd'hui de démocratie, en tout cas dans l'espace CEDEAO, nous on a quitté, il reste 12 pays je crois. Mais parmi les 12 pays, là, il n'y a que le Sénégal qui est le reflet plus ou moins de la démocratie. Donc il faut sauver les meubles et travailler de telle sorte à ce que Macky Sall, la volonté de Macky Sall ne se réalise pas. Sinon, si la volonté de Macky Sall se réalise au Sénégal, il se pourrait que l'AES est dans les 4 ou 5 mois à venir le 4e pays qui va venir joindre l'AES. Donc je crois que les députés et les juges sénégalais sont en train de se battre pour sauver ce semblant de démocratie à la sénégalaise. Et tant mieux, je les encourage pour cela, parce que si c'était dans un autre pays, il se pourrait que la volonté de Macky Sall passe, alors que c'est une volonté vraiment arbitraire. Justement, élection sans délai, mais élection comment? Quand on sait qu'il n'y a pas le caractère inclusif selon certains Sénégalais, quand on voit les exclusions qu'il y a, et aujourd'hui aussi même sur la liste des personnes reconnues comme candidats, on voit qu'il y a des doubles nationalités, alors que c'était un prétexte aussi pour écarter certains, puisque la Constitution le dit comme ça. Oui, effectivement, malheureusement c'est un courage qui n'est pas jusqu'au bout, parce que quand vous lisez effectivement le communiqué, on parle d'élection dans les meilleurs délais, mais les meilleurs délais c'est quand les meilleurs délais? Les meilleurs délais ça peut être selon la volonté encore de Macky Sall, et les meilleurs délais ça peut attendre encore jusqu'à 7-8 mois. Et là c'est regrettable parce que les juges ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs décisions. Ce que les juges auraient dû faire, je parle au conditionnel, c'était vraiment de dire à Macky Sall, alors comme les élections ont été reportées, vous devez organiser des élections dans les 2 mois à venir ou bien dans les 3 mois à venir, tout au plus ça ne devait pas dépasser ça. Mais les meilleurs délais, là encore il y a un manque de courage quelque part. Mais de toute façon, en tout cas c'est une décision déjà bonne, parce que dans certains pays, quand on a le pouvoir, on a tout, et les juges auraient dû accompagner cette décision arbitraire de Macky Sall. Oui, voilà, et donc je pense qu'il faut saluer le Conseil constitutionnel vraiment pour son courage, vraiment d'avoir pris cette décision, une grande décision historique. Mais il faut le dire, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas décider autrement, puisque c'est le Conseil constitutionnel même qui est même mis en cause dans cette affaire. Voilà. Et je pense qu'ici, il y a donc le Parlement, à travers un parti politique, qui accusait donc le Conseil constitutionnel, où des juges étaient soupçonnés de corruption. C'est là où le problème, la crise institutionnelle s'est installée, et une commission d'enquête parlementaire a été mise en place, où on convoquait des juges constitutionnels pour les entendre. Et là, les juges constitutionnels ont estimé ici qu'aucun texte, aucune disposition ne donne droit à des parlementaires ici de convoquer des juges constitutionnels pour les entendre. Voilà la crise qui s'est installée, où le Conseil constitutionnel était donc, et où le moins est au cœur de cette crise. Donc on peut comprendre que le Conseil constitutionnel ne va jamais prendre une décision qui va et qui sera en faveur de ceux qui sont en train de le mettre en cause. Et en plus de ça, docteur, la semaine passée, vous disiez, cette Bougamini là, ce qu'on est en train de voir, quand on regarde l'orchestre, ça doit être Macky Sall, puisque vous disiez l'Assemblée nationale est forcément majoritaire de par lui, donc il a un confort là-bas, et que ceux qui composent ce conseil-là, c'est lui qui les nomme. Donc non, c'est pas moi. Non, je n'ai jamais dit. Ah bon? Non. Je vais aller savoir. Non, j'ai bien dit ça des manœuvres de Macky Sall pour contrôler toujours le pouvoir, parce qu'il se rend compte que son candidat n'est pas favori à ces élections. Okay. Donc, voilà. Mais oui, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Mais là, il faut dire que le Conseil constitutionnel ne pouvait pas prendre une décision qui va favoriser. Et en plus de ça, c'est une violation flagrante de la Constitution sénégalaise. Et donc, le Conseil constitutionnel doit juger donc de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité ici d'une loi. On n'a fait que jouer son rôle. Voilà. Maintenant, moi j'ai toujours des doutes. J'ai toujours des doutes. Voilà, le président Macky Sall dit, bon voilà, il prend acte, on va organiser les élections dans les délais. Mais moi j'attends de voir comment il va réagir. Parce que j'ai livré une interview tout récemment où je disais, si le Conseil constitutionnel venait à décider autrement, qu'est-ce qui allait se passer au Sénégal? Moi je suis un observateur, j'attends de voir. Grande question. Mamadou Kabri. Oui, je partage à moitié le point de vue de mon voisin de gauche, qui certainement n'est pas de la gauche comme moi. Lorsqu'il parle des pays démocratiques et il dit que le Sénégal c'est le seul pays. Bon, moi, je ne rentre pas dans ce débat parce que je pense qu'en dehors du Sénégal, on peut trouver des pays démocratiques en Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas des pays de l'AES, mais les autres pays qui sont restés. Mais là où je suis totalement d'accord avec lui, quand il dit d'organiser les élections sans délai,
certainement que dans leur constitution, comme dans la constitution burkinabé, en cas de vacance de pouvoir, il y a un délai qui a été donné. Donc ils devraient pouvoir poser ce problème-là et donner ce délai au regard de cette disposition-là de la loi constitutionnelle pour amener le président Macky Sall à le faire. S'il ne l'a pas fait, ça aussi on doit savoir mais justement, est-ce que c'est pas... Il n'y a pas une autre question, c'est quelle élections, parce qu'on sait qu'il y a des candidats qui ont été recalés. Il y a des candidatures qui ont été validées et des candidatures qui se sont révélées être à problème parce que ces messieurs-là, ils ont la double nationalité, ils ne devraient pas être dans la liste des candidats retenus à la fin. Si le Conseil constitutionnel devrait réexaminer, comment ça se passe? Parce que c'est le Conseil constitutionnel même qui a fait le tri. S'il devrait maintenant ouvrir la liste, cela veut dire qu'en fait, ils donneront indirectement raison à Macky Sall qui pourrait attendre décembre pour organiser ces élections. Et je pense que, moi, en faisant l'analyse politique, il a été obligé de repousser les élections, certainement pour des enjeux venus de l'Hexagone. Parce que dans ce que la France veut faire en Afrique de l'Ouest, si on enlève Macky Sall maintenant, le nouveau qui va venir, n'importe lequel qui va venir, il risque de ne pas avoir tous les soutiens nécessaires dont il a besoin pour pouvoir faire le travail. Et c'est pour cela même que du reste, les deux anciens présidents, qui sont pour la plupart logés en France, ont pris fait cause pour qu'il y ait accalmie, comme si c'était des gens qui sont hystériques, qui se sont levés pour faire des manifestations contre le report des élections. Il y a eu un prétexte qui a amené cela, même si la violence n'est pas recommandée, mais il ne devrait pas parler ainsi pour demander à un camp de jouer à l'apaisement, alors que ceux qui ont mis le feu aux poudres, là, ils existent et ils sont là. Donc, refaire les élections avec Ousmane Sonko, avec d'autres personnes, ça veut dire que c'est reprendre le processus presque à zéro et ce n'est pas sûr qu'on pourra tenir des élections sans qu'on soit à la sortie de l'hivernage, donc novembre-décembre. Une actualité qui pourrait donc évoluer. Juste un petit mot, 5 secondes. Oui, c'est pour dire par rapport au problème que tu poses là. Et les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. C'est ça aussi. Voilà. Donc dès lors que le Conseil constitutionnel a décidé donc de valider les candidatures, il n'y a plus de recours. C'est ce que ça veut dire. D'accord. Parce que donner maintenant le délai pour 10 sans délai. Mais je ne sais pas si ça relève. Je ne sais pas si ça relève vraiment des attributions. Le cadre de la Constitution aurait dû dire bon voilà après le 25, après le 26, voilà ce qu'il faut donner des délais. Mais est-ce que ça fait partie de ces attributions? Mais n'oublions pas aussi que sur ce secteur-là, n'oublions pas que sur ce secteur, on a un acteur politique, il sait. Les compromis politiques aussi souvent, on a vu dans certains contextes, on ne sait pas comment, mais ça dépassait même les décisions du Conseil constitutionnel. Ça aussi, c'est une réalité. Ceci dit, on va continuer de suivre cette actualité sénégalaise et puis au besoin la convoquer ici et peut-être espérons vous avoir en tout cas. Et on vous dira merci pour vos regards. Olo Pépin, sociopolitologue, enseignant-chercheur, merci d'être passé ici. Merci Adama Amadé Sigiré. Vous êtes le coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Vous êtes écrivain. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup, M. C'est moi qui étais content. Je vous le salue encore. Merci. Merci d'être passé. Et Yababadou Kabro aussi était avec nous, président du prix de l'Anania. Grand merci d'être passé. Merci beaucoup. On va poursuivre, nous, le JDS, journal dimanche soir, avec une autre rubrique, c'est celle l'économie. Un zoom sur la semaine de l'épargne et de l'investissement, SEI, qui était à sa première édition. Et cet événement avait pour objectif de sensibiliser le public sur l'éducation financière, offrir l'occasion aux acteurs du monde de la finance d'échanger directement et avec les clients et avec les potentiels clients. Plusieurs formations ont été délivrées aux participants à cette édition. Il y avait 2 jours de réflexion et le 10, il y a une cérémonie qui a sanctionné tout cela. On revient sur la cérémonie du 10 avant de revenir en échange sur ce plateau, sur cette initiative. Et c'est avec Bouraïma Amadou. Les rideaux se sont refermés sur la première édition de la SEI, la semaine de l'épargne et de l'investissement. 48 heures durant, les acteurs financiers étaient en conclave pour échanger et surtout offrir une opportunité unique aux populations d'améliorer leurs connaissances du monde financier. Les participants à cette édition de la SEI ont eu droit à des partages de connaissances et des échanges avec des conseils financiers. Pour cette première édition, nous avons organisé l'activité autour de 3 grandes activités. Nous avions des panels, nous avons eu des keynotes et nous avons eu des masterclass qui ont clos la journée d'aujourd'hui. Et nous avons voulu en fait
que le cadre soit un cadre d'échange et de partage d'expérience, et également de formation concrète et pratique, d'où les gens ressortiraient avec des outils et également des solutions pour faire face aux différents défis qu'ils ont. L'objectif de la semaine de l'épargne et de l'investissement était de permettre à la population de recevoir des formations pratiques en matière de gestion, d'épargne et d'investissement. Ces 2 jours de formation ont permis aux participants de renforcer leurs connaissances sur l'épargne et l'investissement. J'ai eu à participer à la semaine de l'épargne et de l'investissement. J'ai été vraiment ravie de participer à ce panel-là qui était vraiment enrichissant, surtout sur plusieurs plans. Ce soir, on a eu à aborder l'aspect de financement de l'entreprise, notamment pour les femmes. On a une Open qui est le FAF qui participe vraiment au financement des entreprises portées par les femmes. Et comme première édition, je pense que c'est déjà un pas en avant puisqu'on a eu à apprendre beaucoup de choses. Et comme suggestion pour les autres éditions, que je pourrais dire c'est plus de temps en fait, puisque à la fin on a vu qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Donc surtout plus de temps pour ne pas étendre ça sur 3 jours, voire une semaine. Christophe Yamego, coordinateur général de cette initiative, rassure que cette première édition est le début d'une longue série d'activités. Plusieurs activités sont en perspective pour perpétuer l'activité. Nous allons continuer sur toute l'année avec pas mal d'activités. Nous avons des webinaires, nous avons des masterclass que nous allons organiser tout au long de l'année. Donc les masterclass, c'est une fois par mois, tous les derniers samedis du mois. Et nous aurons également des webinaires que nous allons avoir chaque mois autour de thématiques que nous allons susciter auprès de tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Au terme des travaux, certaines entreprises ont été récompensées par des attestations de reconnaissance. Le rendez-vous est donc pris du 7 au 8 février 2025 pour la 2e édition de la semaine de l'épargne et de l'investissement, a laissé entendre le coordinateur général. Nous le promettions, on a le promoteur de l'initiative qui est avec nous et nous avons aussi le promoteur de l'Académie des investisseurs qui a eu aussi à partager, on va dire, ses connaissances lors de ce grand rendez-vous-là. Donc nous sommes avec Christophe Yamego qui est le coordinateur général de la semaine de l'épargne et de l'investissement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Et nous avons aussi avec nous le professeur Kinda Romuald. Il est maître de conférence agrégé, promoteur de l'Académie des investisseurs ADI. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous avoir ici. Et je suis, parce qu'on parle économie, avec David Nana. Bonsoir. Bonsoir Va, bonsoir aux téléspectateurs de Truc TV. David, je vous permets de poser la première question. Naturellement, ça va être au coordonnateur pour comprendre un peu qu'est-ce qui a motivé une telle initiative, quels sont, j'allais dire, le contexte qui a justifié cela. Alors, merci David pour cette question. Il faut dire que ce qui nous a motivé à mettre en place une activité de ce genre va du fait que c'est parti d'un constat, de voir des personnes qui au soir de leur vie, après une carrière bien riche, où ils avaient des capacités financières, se retrouver dans le dénuement total après leur carrière, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des salariés et autres. Nous avons également vu des personnes qui, en voulant investir, ont fait des mauvaises expériences et se sont retrouvées dans le dénuement total parce que cet investissement est devenu une catastrophe, que ce soit des entreprises qu'ils ont voulu mettre ou que ce soit d'autres types d'investissements qu'ils ont voulu faire. Je parle notamment du trading et autres qui ont laissé beaucoup de Burkinabés. On parle d'autant de près de 300 milliards qui se sont évaporés dans la nature. Donc on s'est dit, on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qui a amené ces genres de situations, et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème en termes d'éducation financière du grand public. Donc l'idée est partie de là. Nous avons pensé un cadre où nous pouvons faire la promotion de l'éducation financière, donner les bases aux gens. Donc la semaine se veut en fait comme une grande messe où on se retrouve une fois par an et ensuite dans diverses activités nous serons au contact tout le reste de l'année chaque mois. Voilà. Et vous choisissez le thème pour cette première édition, épargne et investissement, la clé pour une indépendance financière. Pourquoi ? C'est la première édition. Il fallait déjà marquer le coup et comprendre que l'objectif de la semaine de l'épargne est d'aider les gens à atteindre l'indépendance financière. Et l'indépendance financière, il y a 3 choses qu'il faut considérer. Il y a l'épargne, il y a l'investissement et il y a le temps. C'est les 3 éléments qu'il faut pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, si tu ne sais pas épargner,
tu ne pourras pas investir. Parce que d'ores et déjà, quand tu commences à investir, ce n'est pas l'argent de quelqu'un que tu prends pour investir. Tu dois pouvoir être capable d'investir ton argent. Et ce que aussi on doit savoir en matière d'épargne et d'investissement, avant tout ça, il faut apprendre à gérer. Parce que si tu n'apprends pas à gérer le peu d'argent que tu as, ce n'est pas les millions ou les milliards que tu auras que tu pourras gérer. Donc notre objectif avec ce projet, c'est d'apprendre dans un premier temps aux gens à gérer leur argent, ensuite dégager de l'épargne pour saisir les bonnes opportunités en les investissant pour les faire fructifier, parce que l'épargne en lui seul ne te permet pas d'atteindre l'indépendance financière. Donc pour une première édition, il fallait commencer par les bases, qui est l'épargne et l'investissement, la clé pour la recette pour l'indépendance financière. Voilà. Justement, 48 heures, et tout à l'heure, on a entendu certains participants dire bon, on reste un peu sur notre fait, on aurait voulu que ça dure un peu plus. Alors qu'on parle des semaines, la semaine, c'est pas 48 heures. Nous également, parce que c'est pas de refus. Bon, effectivement, dans l'idée, c'est de réussir à tenir l'activité dans les années à venir sur une semaine. Mais pour une première, ça aurait été prétentieux pour nous d'aller sur une semaine, parce qu'il fallait déjà se rassurer que les populations étaient en quête de savoir sur tout ce qui est question de gestion d'argent, de planification financière, de solutions d'épargne et de solutions d'investissement. Parce que on a beau faire des études et autres, c'est le terrain qui confirme si l'idée qu'on a est bonne ou pas. Donc par mesure de prudence, on a dit pour les premières éditions, nous aurons ce 2 jours. Parce que sur une semaine d'activité, ça demande de l'argent. Beaucoup d'argent qu'on n'a pas. Donc, cette activité est organisée avec l'aide des partenaires. Donc, si les partenaires ne nous font pas confiance, ils ne vont pas mettre l'argent qu'il faut pour qu'on puisse tenir une telle activité. Donc, en réalisant déjà l'activité sur une petite période et qu'on voit l'engouement qu'il y a derrière, ça donne le courage à ceux qui étaient hésitants pour cette première édition à venir sur les prochaines éditions. Et sur ce point, je suis confiant parce que au soir de cette activité, les résultats que nous avons vus et le satisfecit, que ce soit des participants, des partenaires, nous reconforte dans l'idée que nous avons eue dans les actions à venir. D'accord. Je vais me retourner vers le professeur Kinda. Vous avez pu partager aussi votre savoir lors de ce moment-là. Tout à l'heure, il disait quelque chose d'important. La question de l'épargne. L'épargne ne cause pas forcément la richesse. C'est qu'est-ce que vous faites aussi de cette épargne-là. Après, on parle d'investissement. Tout le monde apprend comme ça, les citoyens lambda. Quand il entend bourse, il dit « Ah, c'est là-bas quand tu mets ton argent, il paraît que ça se décuple. » Mais on ne voit pas des marchés... le marché là, on ne l'a pas comme les autres marchés. Est-ce que déjà, parce que vous êtes dans la vulgarisation des concepts qui sont autour de ces éléments-là, déjà c'est très méconnu des populations. Quand on parle de bourse, tout à l'heure lui il parlait de trading, les gens se demandent bourse, trading, est-ce que c'est la même chose? La bourse là même c'est quoi? Qui y va là-bas? Qui peut y aller? Comment on y va? Ça c'est des questions basiques que tout le monde se pose, mais on a l'impression que c'est très opaque. C'est vous qui ne nous communiquez pas assez parce que c'est fermé ou bien qu'est-ce que c'est? Et je pense que c'est ça l'objectif en fait de l'ADI, donc de l'Académie des investisseurs, qui est une structure que nous avons mis en place, qui a pour objectif en fait d'accompagner les individus, d'accompagner les salariés, les entrepreneurs à améliorer leurs finances personnelles, précisément à travers l'investissement à la bourse, donc à la bourse BVM. Alors la bourse, ça peut paraître un gros mot, mais la bourse en français simple, c'est un marché. Voilà, c'est un marché, c'est comme Rodoko, c'est comme le marché de Sankariare, mais c'est un marché où s'échangent des titres financiers. Donc, que ce soit les actions, que ce soit les obligations. En fait, la bourse, c'est un lieu où ceux qui ont de l'argent, donc ceux qui sont en capacité de financement, peuvent aller, voilà, et acheter des titres et financer les entreprises ou bien les États qui sont en besoin de financement. Tout à l'heure, j'ai dit, il évoquait la question du trading. Aujourd'hui, quand vous parlez au Burkinabé, il y a beaucoup d'autres concitoyens, quand vous dites trading, ils disent ça ressemble à la bourse mondiale, c'est pas ça. Là-bas, il y a trop de risques et puis c'est bizarre. Et la différence, c'est quoi? Le terme trading vient du terme trader, c'est en fait de commercer. En fait, quand on parle davantage de trading, c'est de la spéculation. Alors que lorsqu'on parle en fait d'investissement à la bourse, c'est le fait d'accompagner les entreprises ou les États. Voyez,
nos États, que ce soit l'État du Burkina, que ce soit l'État de la Côte d'Ivoire, par exemple, nos États émettent des obligations. Donc ce sont des titres. Ceux qui veulent accompagner l'État à financer ces projets peuvent aller acheter des obligations. Ce n'est pas du tout du trading en fait. Donc peut-être que c'est le trading qui est beaucoup plus connu, et ce qui est également connu, c'est toutes ces histoires qu'on a entendues sur les 5M, des robots qui travaillent et puis on dort. Je pense que c'est beaucoup plus il y a de la spéculation, mais il y a aussi beaucoup d'escroquerie. Justement, peut-être que c'est une petite parenthèse que j'ouvre, on va la fermer très vite. On comprend quand on parle de ce marché financier, il est fait de vente et d'achat, d'obligations et d'actions, c'est connu, mais quand on parle de trading, ils vendent quoi au juste? Je ne sais pas ce qu'ils vendent. Voilà. Parce que au fond, j'ai posé la question parce que au fond, ce qu'on vous miroite en fait, c'est qu'on vous vend des parts, des parts d'entreprise ou des parts et on vous promet une certaine rentabilité, un dividende sur une période qui est courte et avec des grilles tellement élevées en termes de retour sur investissement qu'on se demande, mais si c'est pas la bourse, c'est quoi? Alors, ce dont je peux bien vous parler, c'est la BRVM. Donc, nous avons un marché en Afrique de l'Ouest, donc au sein de l'UEMOA, c'est la bourse des 8 pays. Et lorsque l'on parle de cette bourse, il y a le gendarme. Donc le gendarme en fait du marché financier, c'est l'UMOA, c'est l'AMF UMOA. Donc avant c'était le CREP-MF, donc le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. C'est uniquement cette structure dans toute l'UMOA qui a l'habilitation de donner une autorisation à une entreprise ou même à un État d'aller faire appel à l'épargne publique. Donc, ce qui fait que ce que le conseil que nous donnons lors de nos formations, nous disons aux participants, si une structure vient vous voir que voilà, j'ai besoin d'argent, donnez-moi votre argent, on va investir, on leur dit simplement, allez-y sur le site de l'AMF UMOA, renseignez-vous. Il suffit d'envoyer un mail ou d'aller sur le site pour voir si c'est référencé. Si ce n'est pas référencé, c'est de l'escroquerie. C'est même une décision du CREF qui a fait que les entreprises de trading là, elles ont eu beaucoup de problèmes parce qu'on leur a rappelé que ce n'est pas dans leur rôle de collecter l'épargne publique. Nous allons continuer pour mieux faire comprendre justement qui peut intégrer ce marché et puis comment pour acheter des actions et des obligations. N'importe qui peut acheter. Vous voyez, quand on prend, contrairement à ce que l'on croit, les gens pensent que quand on parle de la BRVM, c'est pour des personnes riches. Non. Et il y a actuellement 46 entreprises qui sont cotées à la BRVM. Ce sont les champions. Et quand on va à la BRVM, vous n'avez que 4 entreprises dont le coût de l'action dépasse 10 000. Donc on a 7 entreprises dont le coût de l'action est inférieur à 1 000 francs. Donc que ce soit vous, que ce soit moi, n'importe quel Burkinabé peut acheter des actions. On a Ecobank International dont le coût de l'action est 18 francs. Je dis bien 18 francs. Lorsque vous allez à la BRVM, et vous pouvez avoir l'action de Onatel. Demain matin, si vous y allez, vous pouvez avoir l'action de Onatel autour de 2200, 2300. Donc la BRVM, donc la bourse, elle est ouverte à n'importe quel portefeuille. Moi, j'aimerais bien comprendre, on a vu l'engouement lorsque vous avez donné votre communication sur la bourse, tout le monde est intéressé. Ce que je veux dire, quand un citoyen lambda, comme vous le dites, décide d'y aller, concrètement, qu'est-ce qu'il gagne? Est-ce que c'est rentable? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut faire une comparaison. Lorsque vous laissez votre argent en banque, voilà, en termes de taux d'intérêt classique, vous êtes à 3,5. Aujourd'hui, lorsque vous achetez des obligations de nos États à la BRVM, facilement, vous pouvez avoir 6,5. Donc, ça vous fait un supplément de 3% à ce que font les banques. Et c'est exactement ce que font les banques. Les banques collectent l'épargne des citoyens et vont acheter les titres. Donc, tout Burkinabé peut acheter, voilà, ces titres. Deuxième élément, vous avez une puce tellement... Merci pour la pub. Voilà, non, c'est pas une pub. Hein. Je dis, vous avez une puce tellement, vous faites confiance à cette entreprise. Onatel tellement est en bourse.
Onatel est en bourse et chaque année, Onatel distribue des dividendes. Donc celui qui achète l'action de Onatel profite aussi de quoi? Des dividendes que l'entreprise Onatel... Réseau téléphonie mobile. Voilà. Il faut être précis. On comprend. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il peut y arriver, parce que tout à l'heure il faisait le lien avec ce qu'on connaît par rapport au trading, on a vu les dégâts que ça a causé. Est-ce que c'est à 100% qu'on gagne? Est-ce que je peux aller investir, parce que là vous parlez de 6,5 et puis ne pas avoir cela? Parce que, à ce que je puisse savoir, l'investissement, on peut gagner comme on peut perdre. Est-ce que c'est le cas en bourse? Sur le principe, tout investissement, on peut perdre. Même lorsque vous laissez votre argent en banque, vous pouvez perdre. Parce que la banque peut faire faillite. Au Burkina Faso, il y a déjà des banques qui ont fait faillite. Voilà, loi des passes aux États-Unis. Donc, on peut perdre. Alors, lorsque l'on revient à notre bourse, cette année, elle aura 26 ans d'existence. Il n'y a pas encore eu, jusqu'à maintenant, une entreprise qui est cotée à la BVM qui a fait faillite. Donc, pour répondre à votre question, il y a possibilité de perdre. Si vous investissez sans vous faire former, il est évident que vous pouvez perdre. Il faut une formation. Il faut une formation. À moins que si vous achetez des obligations, vous voyez, les obligations des États, que ce soit l'État du Burkina, l'État de Côte d'Ivoire, l'État du Sénégal, là vous êtes quand même dans une situation qui est relativement sûre. Je voudrais compléter avec ce que le professeur Antoine dit, parce que quand on parle d'investir en bourse, il faut savoir qu'il y a des structures qui sont habilitées à le faire pour les individus, qu'on appelle des SGI. Donc au Burkina, nous en avons, je ne veux pas citer les noms, mais il y en a 3 au Burkina qui font ce rôle-là. Donc quand vous allez auprès de ces maisons-là, ils sont habilités à vous donner le conseil nécessaire par rapport à comment constituer votre portefeuille. Et vous allez voir que les montants que on va vous demander à partir duquel, c'est pas grand chose, c'est 25 000, 50 000. Vous commencez avec ça, vous essayez, vous voyez ce que ça donne et au fur et à mesure vous augmentez votre portefeuille. Vous n'êtes pas obligé d'arriver avec des millions tout de suite pour le faire, mais comment ça s'appelle, vous commencez à petite échelle et augmenter les choses au fur et à mesure. Comme je dis, que ce soit en bourse ou dans n'importe quelle activité où vous voulez investir de l'argent, le minimum c'est de comprendre l'activité dans laquelle vous voulez investir. Sinon vous allez avoir vos yeux que pour pleurer. Ça c'est primordial. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait la semaine de l'épargne et de l'investissement, parce que l'objectif justement c'est d'apporter la bonne information aux gens pour qu'ils puissent prendre des décisions en toute lumière par rapport aux questions concernant leur argent. C'est ce manque de connaissance qui fait que quelqu'un va venir te raconter n'importe quoi et tu vas mettre ton argent dedans pour t'attendre à des retours sur investissement faramineux. Je dis toujours aux gens, l'argent a ses principes. Si c'était aussi facile que ça d'atteindre des retours sur investissement aussi vite, bon, je ne pense pas qu'il y aurait des pauvres. Hein. Justement, tout part de l'épargne. L'épargne aussi, c'est quelque chose. Hein. C'est la base. C'est la base. C'est la capacité, au regard même de ses besoins, à pouvoir dégager une certaine marge dans ce qu'on a. Ça aussi, c'est l'éducation. C'est une éducation. C'est pour ça qu'au tout début, j'ai parlé de gestion budgétaire. Si tu n'arrives pas à gérer le peu que tu as, tu ne pourras pas gérer le plus que tu auras. Et souvent, j'entends beaucoup les gens dire, et je l'ai dit moi-même avant de comprendre les choses, que non, il nous faut des augmentations de salaire. Il est prouvé que si on augmente ton salaire, 6 mois après, tu seras dans les mêmes problèmes que ce que tu as. Même si on le multiplie par 10. J'ai dit, ton salaire actuel, on le multiplie par 10. Tu as 6 mois pour te retrouver dans les mêmes problèmes que quand tu avais le salaire divisé par 10 que tu avais. Donc, ce qui veut dire que l'éducation financière est une clé importante pour pouvoir se construire. Et l'épargne, je dis souvent que c'est la part d'argent que tu te payes. Quand tu prends ton salaire ou que tu es entrepreneur, on t'a payé, tu as un marché, tu payes tout le monde. Tu payes tes fournisseurs, tu payes tes salaires, tu payes les impôts. Mais combien tu t'es payé? L'épargne, c'est ce que tu te payes à toi-même par rapport. Donc, quand tu reçois ton argent, paye-toi d'abord. C'est ça qui est ta base, qui va constituer ta fortune. C'est ça que tu vas faire fructifier avant de payer tout le reste. Aujourd'hui, quand tu as une bonne gestion, tu as une bonne éducation financière, que tu connais les bases de gestion de l'argent, tu arrives à faire une bonne planification budgétaire et à gérer avec ton reste à vivre. Quand tu reçois ton argent, tu enlèves ce qui est prévu pour l'épargne. Je ne dirais pas d'épargner parce qu'il y a des écoles qui vont te dire non, automatiquement 10%, 20%. Épargne comme tu peux, mais épargne.
Et après, on fait le bon choix. Justement, je reviens vers vous, professeur Kinda. Là, on est dans la question des investissements. Vous êtes de l'Académie des investisseurs. Il y a un mot que vous disiez tout à l'heure, formation. C'est-à-dire, je peux avoir mon argent, c'est pas beaucoup, mais il faut que je sois éclairé à faire le bon choix quand je fais mon investissement. Est-ce que le Burkinabé aujourd'hui, il cherche du conseil dans ce genre, dans ce genre d'action-là? Est-ce que vous êtes vraiment approché, vous sentez ça de plus? De plus en plus, oui. Donc de plus en plus, je dirais oui. Donc au niveau à titre individuel, je suis investisseur à la BVM, ça fait 12 ans et nous avons l'académie et il y a des formations qui sont organisées régulièrement et nous avons des participants. Il y a des gens qui appellent, il y a des gens qui envoient des messages sur les réseaux sociaux. Donc on sent de plus en plus cet engouement. Donc et aller un peu dans ce sens, vous savez, en termes de liberté financière, il y a 3 étapes. Il y a la création des revenus, il y a la gestion des revenus et il y a la fructification des revenus. Donc au niveau de l'académie, nous sommes vraiment dans le 3e maillon. Donc celui qui est arrivé à créer des revenus, celui qui est arrivé à gérer ses revenus et il a la partie épargne et nous le conseillons en matière d'investissement. Bon, comme on dit de ne pas citer les entreprises qui sont à la BVM au niveau du elles auront l'occasion de venir parler si elles le veulent bien. C'est que je veux dire aussi, moi je veux comprendre, tout à l'heure il parlait de la propension à consommer quand les revenus quoi, ça c'est psychologique, hein, c'est Keynes qui l'a dit. Maintenant ce que je veux dire, si tant est que l'activité elle est productive, est-ce qu'une personne tierce lambda peut décider de faire que de ça son activité? C'est-à-dire, je suis assis, parce que d'après ce que vous dites, on gagne à 100%, on gagne forcément. Donc je m'assois et tout ce que j'ai, j'investis. Et puis au fur et à mesure que je gagne, je réinvestis. Est-ce que c'est faisable? Lorsque l'on va à la BVM dans nos formations, nous disons aux gens d'avoir leur objectif. Donc il y en a qui vont à la BVM pour créer des compléments de revenus. Il y en a qui vont à la BVM pour chercher des ressources pour financer la scolarité des enfants à la rentrée. Il y en a qui vont à la BVM pour chercher des compléments de revenus pour leur retraite. Donc tout est vraiment une question d'objectif. Donc c'est pas beaucoup. Parce que 12 ans, si vous êtes à l'intérieur, que ça marche, je ne fais plus rien. C'est pas beaucoup, c'est comparé à quoi? Je pense que ce qu'il faut voir, aujourd'hui, on a des entreprises qui ont des rendements qui atteignent facilement 8, 9, 10%. Donc, quand on voit, comme vous dites, de ne pas donner des exemples, mais on a des banques burkinabées qui sont cotées à la BVM, qui partagent des dividendes avec un rendement de 9%. Donc ça permet quand même, comparé à l'épargne bancaire, d'avoir des revenus substantiels. Mais dire que l'on peut vivre de la bourse sans rien faire, je dirais que là, il va falloir peut-être investir pendant 50 ans. En fait. D'accord. Peut-être j'aurai une dernière question, ça sera à l'endroit de Christophe Chameogo. On a fini, c'était la première édition. Comme ça, on tire les leçons. La prochaine édition, ça sera comment? Vous avez commencé à y réfléchir? Oui. Allons-y. Si, bien sûr. Quand on terminait, on avait déjà la date pour la seconde édition. Hein. Là, on reste toujours dans la même périodicité. Ça sera du 7 au 8 février 2025, toujours vendredi, samedi. On reste toujours sur le format de 48 heures pour l'instant, parce qu'on va évaluer ça au bout de 3 ans pour voir où nous en sommes en termes de participation et autres. Mais d'ores et déjà, pour cette première édition, nous sommes vraiment satisfaits de la participation que nous avons pu avoir, de l'engouement que nous avons eu par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout. On ne va pas attendre 2025 pour continuer ce que nous avons commencé. Tout à l'heure, le professeur l'a dit, notre objectif, c'est déjà d'intervenir sur les 2 aspects. Aider les gens dans la création de revenus, aider les gens dans la gestion de revenus, les orienter maintenant pour les investissements, pour qu'ils ne tombent pas dans les différents pièges. Donc, pour ce faire, nous avons des webinaires qui seront organisés chaque mois. Nous avons également des masterclass qui seront organisés en présentiel auprès dans un hôtel de la place qui est partenaire pour cette activité. Donc, chaque mois, nous comptons avoir entre 100 et 150
50 personnes que nous allons former. Déjà, nous avons une première masterclass qui est prévue pour le 2 mars, 2 mars 2024. Les gens pourront voir ça déjà sur le site, dont le thème est comment se structurer pour pouvoir saisir les financements par capital. Donc ici, au Burkina, par exemple, lors de la semaine, les gens ont pu découvrir qu'il y a des capitaux investisseurs au Burkina. Donc on ne savait pas qu'au Burkina, il y avait cette forme d'investissement, des gens qui gèrent des fonds d'investissement, qui peuvent prendre des capitaux dans votre entreprise, vous aider à la faire grandir et à la faire. Donc, Monsieur Ginko Oussouf, qui sera notre formateur, dont sa formation, c'est de ça que la participante parlait tout à l'heure. On a eu du mal parce que les gens ne voulaient pas que ça s'arrête. Donc, rendez-vous le 2 mars. Et pour cette masterclass-là, ça les permettra aux gens de manière plus précise. Professeur, je vais ajouter quelque chose, mais rapidement, parce qu'on est pratiquement oui. Alors, au niveau de l'ADI, nous avons fait une enquête auprès des Burkinabés pour savoir dans quoi est-ce qu'ils investissent. Nos résultats nous ont montré que 52% des Burkinabés sont dans l'épargne bancaire. On en a 30% qui font du commerce. Et après vient l'immobilier. Donc, mais lorsque nous leur avons posé la question de savoir est-ce qu'ils sont satisfaits, 75% ne le sont pas. Donc là, ici, c'est une invite au Burkinabé d'apprendre à investir à la BVM. Donc la DBI est là. Donc nous avons la première communauté digitale du Burkina. Nous avons la deuxième communauté digitale dans toute l'UEMOA. Et nous invitons en fait les Burkinabés à s'y intéresser. En tout cas, merci. On n'aura pas assez de temps pour aller dans le détail, mais je pense et je sens qu'on va vous avoir pour un autre round. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, professeur Kinda Romuald. Je rappelle qu'il va être maître de conférence agrégé, promoteur de l'Académie des investisseurs. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci aussi à Christophe Yamego d'être passé, coordonnateur général de la semaine de l'épargne et de l'investissement SEI. Merci aussi David Nana pour ce temps passé à échanger sur ces questions économiques. On va terminer ce JDS avec la partie société. Et dans la partie société, on va s'intéresser à une œuvre, je l'ai dans mes mains, banaliser le succès, aider les femmes, les hommes et les organisations à réussir, bâtir, voilà notre acharnement. Une œuvre de Abdul Karim Bandé, je l'ai annoncé en titre. Il est conférencier, formateur, coach en marketing, management, leadership, développement personnel. Une belle œuvre. La dédicace était vendredi. On revient sur ce moment de dédicace-là avec un échange sur ce plateau avec l'auteur. Banaliser les succès, c'est le titre du tout premier livre de Abdul Karim Bandé. Dans cet ouvrage, l'auteur traite la question du développement personnel sans oublier son propre parcours. De l'échec à la réussite, cette œuvre livre les clés pour une transformation profonde et durable. Abdul Karim Bandé demande une confiance en soi pour atteindre un plein potentiel. Un livre dans lequel l'auteur donne des secrets de réussite et de changement en partageant son expérience. Et quand tu as pensé que tu ne pouvais pas y arriver, que ta vie ne pouvait servir à rien, et puis tu réussis à... Je n'ai pas dit que j'ai réussi, je suis dans une quête. Mais tu réussis à passer certaines limites qu'on t'avait dit pas possible. Tu te dis, mais tiens, pourquoi j'ai accepté ça toute ma vie? Et tu vois d'autres personnes qui ont les mêmes limites. Tu as envie de leur crier, mais les gars, c'est pas vrai, vous pouvez passer ce mur-là. Donc moi, c'est ça qui me pousse. Et je me dis, tout le monde, banaliser le succès, comprenez que tout le monde peut avoir accès, en tout cas au niveau de réussite qu'il veut. Le niveau que vous voulez l'atteindre, vous pouvez l'atteindre si vous payez le prix. Et le livre vous donne l'équation, les variables à prendre en compte. Si vous payez le prix, vous allez y arriver. Un autre volet évoqué dans cet ouvrage est le développement des compétences. Abdul Karim Bandé, à travers ce bouquin, se prononce sur 6 compétences qu'il développe dans cet ouvrage, donnant ainsi les rudiments nécessaires pour parvenir au succès. 6 compétences techniques, savoir faire quelque chose, émotionnel, le caractère, les valeurs, j'insiste, les valeurs, relationnelles, créer des liens, managérial, développer des hommes, créer des équipes, se bâtir un groupe fort autour de vous qui vous permet de faire plusieurs choses à la fois, de vous dupliquer, financière, gagner de l'argent, le retenir, l'investir pour devenir riche, avoir de la liquidité du cash, et spirituel, parce qu'il vous faut de la faveur, il vous faut créer des opportunités, et il n'y a que des lois spirituelles qui font en sorte que des portes peuvent s'ouvrir sur vous. Seydouane Daougou exhorte les étudiants ainsi que les cadres à s'en procurer
pour booster leurs compétences. Je conseille à tout le monde de l'avoir parce que c'est le livre de développement personnel le plus simplement écrit et le plus pratique. Aussi, je dirais le plus complet. Parce qu'il aborde toutes les questions et il donne des outils pratiques. Pour ceux qui l'ont lu, ils pourront donc s'en rendre compte. Donc ce n'est pas un livre qui se contente d'être théorique, mais il est aussi pratique. Et c'est très important, effectivement, de l'avoir. Rappelons que l'ouvrage n'est pas encore disponible sur le marché. Pour l'auteur, les recettes de ces livres vendus seront destinées à une prise en charge des personnes en difficulté afin d'améliorer les conditions de vie de ces derniers. Des actions de communication sont prévues pour la promotion du livre. Banaliser le succès, on en parle avec l'auteur Abdul Karim Bandé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. C'est une première expérience, hein, oui, d'auteur. Oui. Qu'est-ce qui fait faire le pas? Merci encore de me recevoir. Je dirais merci à Dieu pour cette occasion. C'est un projet que j'ai depuis 15 ans. D'accord. Donc il y a 15 ans, je dis il faut que j'écrive. 10 ans, il faut que j'écrive et j'arrive pas. J'ai même un ami qui quitte la France, qui vient, qui paye son billet, qui m'enregistre, qui retourne, qui transcrit, mais j'aime pas le rendu. Okay. Il est prêt à investir, à financer le livre. Je dis non, je le ressens pas. Et puis en 2022, fin 2022, mon épouse et moi, nous avons l'habitude de faire un bilan de notre vie et de projeter l'année suivante. Et c'est lors de ce bilan en 2022 que vraiment j'ai l'inspiration de consacrer tous les lundis à l'écriture. Okay. Donc tous les lundis, je ne sors pas de chez moi. Je me réveille à 5 h du matin, j'écris jusqu'à 17 h. Au bout de 3 mois, l'essentiel du livre était là. Après, c'était une question de correction et tout ça. Il faut dire que le contenu du livre, c'est quelque chose que j'enseigne en fait. C'est le cœur de l'activité de Salomon Conseil. Je l'enseigne depuis 15 ans et j'ai juste décidé aujourd'hui de partager, de rendre plus accessible une formation qui coûte 250 000 par participant en 2 ou 3 jours, de le mettre, se concentrer là dans un livre, plus d'autres outils pour vraiment banaliser le succès, permettre à de plus en plus de personnes de connaître le véritable bonheur. C'est vrai, vous parlez de Salomon Conseil, vous êtes le directeur général de ce cabinet-là. Vous êtes aussi l'associé directeur campus de Ouaga 2000, de l'Institut supérieur de technologie IST Ouaga 2000, 1 et 2. En tout cas, conférencier, formateur, coach en marketing, management, leadership, développement personnel, c'est des éléments qu'on retrouve dans le livre. C'est le sens de ma vie en fait. Et d'abord préfacé par Teti Zongo, il faut le faire remarquer, un grand monsieur. Merci à lui. Et quand on lit, on commence par vous connaître. Vous décidez de vous ouvrir dans ce livre-là. C'est pas tout le monde qui accepte de parler de lui. Et à la page 26, on vous retrouve en pleine cuisine, Antoine fait la vaisselle, faire du ménage. Avant ça, vous dites, vous avez une vie, c'était en Côte d'Ivoire, les devoirs vous ne connaissez pas, vous vous dites, vous devriez avoir droit à tout. Et puis, bon, par la force des choses, on vous envoie ici, à Ouagadougou qui révèle en vous beaucoup de choses. Et assis parmi ces casseroles-là et tout, vous dites, ainsi un matin, au milieu de mes casseroles et de mes serpillères, me remémorant mon enfance, pris-je conscience du risque pour moi de finir parent pauvre de ma famille. Et le parent pauvre, c'est ingrat. Ça croit que ça, là, ça fait peur. Pourquoi ça fait si peur? Je ne pense pas que quelqu'un a du plaisir à être pauvre. Hein. La pauvreté n'est pas quelque chose d'agréable. Être dans le manque, subir les autres, ne pas avoir d'opinion à donner. C'est là que vous touchez ce que pourrait être la pauvreté ou quoi? Je n'ai pas compris la question. C'est là que vous touchez ce que peut être la pauvreté ou quoi? En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. D'être... vous voyez, j'aime à dire que vous êtes dans une famille, vous êtes le plus âgé, mais on vous envoie et vous allez heureux. Ah non, personne ne le fait par plaisir. Personne n'aime servir les autres par plaisir. Mais on le fait parce qu'on est contraint. On est financièrement dans les difficultés. Quoique, la richesse pour moi aujourd'hui, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on a. Mais nous manquer d'argent, être pauvre, je l'ai refusé. Moi, j'ai envie d'être libre, de pouvoir dire oui et non quand je veux. Et je crois qu'ils sont nombreux, les Burkinabés qui nous suivent, qui rêvent de cette liberté que l'argent donne malheureusement. La liberté de travailler ou de ne pas travailler, de faire ou de ne pas faire, d'aimer ou de ne pas aimer. Je crois que l'argent nous offre une grande liberté, quoique l'argent ne règle pas tout. C'est ça. Voilà. Il faut dire, et je précise à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, parce qu'on est aussi sur True TV et sur WattFM, c'est que quand on lit le livre, il y a d'abord votre vie qui est racontée, il y a
on va dire, vos expériences, et puis ce que le monde a fait de vous et ce que vous partagez dans votre profession, tout cela en même temps ici. Et c'est-à-dire qu'il y a le travail sur l'homme, il y a le travail sur ce qu'il entreprend lui-même, et puis ce qu'il peut être, parce qu'il y a aussi le spirituel qui revient. Il y a un terme, vous parlez du carrefour de la frustration, qui est un genre de déclic. Tout le monde pourrait se dire, quand on dit frustration, c'est que des mauvais sentiments auxquels ça ramène. Mais là, vous dites, c'est même une opportunité. Yes. Alors, je crois que la frustration est un don de Dieu. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse faire à un homme. Je fais l'analogie dans le livre en disant que si vous aviez de la fièvre et que vous ou du moins si vous aviez un palu et que vous ne faisiez pas de fièvre, vous risquez de perdre la vie dans la rue sans vous en rendre compte. Donc la fièvre vient comme un indicateur pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour que vous allez vous soigner. La frustration est pour le succès ce que est la fièvre pour le palu. Donc son vrai but n'est pas que vous pleuriez, n'est pas que vous soyez frustré, que vous baissiez les bras. Non, son vrai but est de vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois te réveiller. Et pour moi, ça a été un bénéfice. Je l'ai vécu ainsi, d'être sous le couvert familial. Et j'aime à dire aux jeunes, les parents, c'est une grosse protection. On n'imagine pas. Mais quand ils lèvent le bouclier et qu'ils vous laissent exposer à la vie, vous commencez à comprendre que la vie est dure. Et d'accord, pour moi, cette difficulté-là, le fait de quitter le cocon familial a été un vrai déclencheur. Et il a fallu que j'atteigne un niveau de frustration qui, pour moi, était très élevé pour me dire un jour, ça en est assez. Il faut que ça change. Et il faut que ça change, il fallait que je reprenne ma vie en main. Et je suis sûr que de nombreux Burkinabés, que ce soit des jeunes, des cadres, des parents, plusieurs personnes qui sont en situation de frustration, doivent se dire que là se cache une opportunité. Mais tout dépend de la manière dont vous lisez la vie. Si vous l'interprétez sous l'angle de la fatalité, vous allez baisser les bras, vous allez mettre votre tête entre vos jambes et pleurer. Mais si vous le lisez sous l'angle de l'opportunité, vous allez dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette situation change? Et dans ce livre, je propose des clés pour nous aider justement à transformer nos échecs apparents, nos frustrations, nos difficultés en opportunités. Et il y a énormément de personnes que j'ai accompagnées qui ont véritablement modifié la trajectoire de leur destinée. Il y a deux éléments que vous mettez dans les premières pages là en exergue, c'est la question de la vision et des objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, pour rendre la chose aussi accessible, il y a des exemples. Quand on parle de vision et objectif, ce qui me revient comme ça, c'est quoi? Un homme, le lion, le feu, un sage. ça résume tout. Ouais. Mais pourquoi c'est si important la question de vision et des objectifs? C'est le point de départ. Un auteur que j'aime bien qui s'appelle Maxwell Maltz a dit que l'homme possède une machine, mais l'homme n'est pas une machine. Okay. Et toute machine a un mode opératoire. Et le mode opératoire de l'homme, un des déclencheurs du plein potentiel de l'homme, c'est la vision ou l'objectif. Lorsque vous ne poursuivez rien, vous ne pouvez pas mobiliser toutes vos énergies, toutes vos ressources matérielles, votre temps, tout ce qu'il y a comme ressources autour de vous pour atteindre un objectif que vous ne poursuivez pas. Le philosophe grec Sénèque l'a dit, il n'y a point de vent favorable à celui qui sait où il va. Donc il faut un but. Et c'est le but qui est le déclencheur du plein potentiel humain. La nuance entre objectif et vision, il faut bien qu'il le lise aussi. Évidemment. Parce qu'il y a une différence. On ne va pas tout donner. Hein. On va pas tout donner. Mais c'est le point de départ. À défaut d'avoir une vision, parce que c'est très compliqué. J'ai autour de moi de nombreuses personnes que j'accompagne, j'explique, mais difficilement on découvre leur vision. Mais à défaut d'avoir une vision, l'alternative c'est d'avoir un objectif puissant, fort. Et lui, il va vous permettre de déclencher votre plein potentiel et de payer le prix pour atteindre vos objectifs. Et ce qui est intéressant, quand vous parlez de vos expériences, tout le monde autour aussi a droit. Hein. À la page 38, c'est avec votre femme. Yes. Elle fait quoi? 1 an? Elle est au chômage. Yes. Et puis un jour, elle décide de commencer à lire les bouquins que vous avez dans votre bibliothèque. Ouais. Mais vous dites un soir, elle me dit ceci: je crois avoir bien compris la vision et son importance. Je ne pense pas avoir encore trouvé la mienne comme toi, mais je décide à partir de maintenant de faire mon travail avec la plus grande application possible. Je ne travaillerai plus désormais pour un homme, je travaillerai pour Dieu. Et puis, elle s'applique ces choses-là dans la vie. Vous dites, quelque temps après, elle obtient un nouvel emploi et quelques 9 mois après, elle est promue directrice commerciale. Mais vous dites quelque chose. C'est que je pense que ce ne sont que ces 2 dernières années qu'Angèle commence à entrevoir sa vision. Toutefois, il lui manque l'audace de sortir de sa zone de confort et de l'embrasser. C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours,
tout ce qui vous caractérise, même la question du coaching personnel, on va y revenir, tous ces éléments-là, vous l'appliquez jusque dans votre vie de couple. Et c'est comme si même votre femme était un sujet, entre parenthèses. Et vous lui dites, et dans le livre, quand vous parlez d'elle, vous dites, elle a franchi un cap, mais il y a une autre là. Elle n'est pas encore arrivée à ça. Mais le coach, il dort et puis il ne lui permet pas d'y arriver. Ou bien c'est personnel, c'est une démarche personnelle d'abord. Alors, pour moi, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. C'est pas de faire ce que moi j'aime faire. Et mon épouse a énormément de liberté. Je me définis comme un mari battu. Mon seul rôle à moi, c'est de lui dire, tu vois, voilà les options que tu as, de mon point de vue. Et puis après, c'est toi qui décides. Tu décides ce qui te convient, ce qui te plaît. Bien sûr, il y a un cadre dans lequel on doit se mouvoir, au-delà duquel on ne peut pas sortir. Mais toute ma vie, on reproche aux coachs, à plusieurs coachs, et je m'autorise même à dire à des pseudo-coachs. Ça, on va en parler. De parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Et moi, je m'interdis de parler d'une chose que je n'ai pas expérimentée. Chaque principe que je découvre, je me l'applique à moi. Mon deuxième rat de laboratoire, comme vous l'avez dit, c'est mon épouse. Et mes 3 autres rats de laboratoire, ce sont mes enfants. Je leur applique chaque principe que je découvre. Je ne les oblige pas. J'enseigne le principe, je crois qu'ils le découvrent d'eux-mêmes. Et quand ils sont d'accord, ils l'appliquent volontiers. Et mon épouse est un bel exemple. Je vous assure qu'aujourd'hui, si vous rentrez dans le domaine des télécoms, vous demandez son nom, on sait de quoi il s'agit. Elle compte entre la personne qu'elle était, le travail qu'elle a fait sur elle-même, et ce qu'elle est aujourd'hui professionnellement, ça ne souffre d'aucun débat. Les principes marchent. Il y a beaucoup de sujets qui sont en même temps abordés dedans, parce que la question d'accompagner les gens, vous connaissez. Il y a votre vécu, parce que à un moment donné, vous pouvez être bon élève, mais vous ne l'êtes pas parce que vous ne faites pas le bon choix. Quand vous en prenez conscience, vous devenez excellent. Vous posez la question de l'orientation. Ça, c'est une réalité chez nos enfants, où on se retrouve dans notre cursus aussi et dans ce que nous donnons comme éducation. D'abord, je parle d'éléments qui sont partagés. Vous le dites dans le livre, il y a l'étudiant qui se résume à vouloir ne serait-ce que valider ces années. Il oublie la question de la compétence. Il y a l'enseignant qui n'arrive pas le savoir qu'il donne aux besoins du marché. Ça, c'est des éléments que vous décrivez ici, mais je ne vais pas m'arrêter à là parce que ça va aller très vite. Il y a la question des croyances aussi, sur lesquelles vous donnez même des exercices. Vous parlez des 4+1 en termes de clés. Ça commence à la page 88, brièvement. Rapidement. Alors, ces clés-là, je les ai toutes expérimentées. Et je tiens encore à remercier Estelle Bessin, une amie, et Seydou Wandaogo, parce que c'est elle qui m'invite pour la première fois à une conférence où on parle de l'image de soi. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai aucune opinion là-dessus, et je ne veux pas y aller. Et elle insiste, viens, vas-y, et finalement, pour lui faire plaisir, j'y vais. Mais quand j'arrive, Seydou Wandaogo qui commence à dérouler sa conférence, mais j'ai l'impression que tout ce qu'il dit répond à des questions que je me posais. Et là, je trouve des réponses. Je comprends qu'en fait, il y a des possibilités pour moi d'être transformé, de changer. Et c'est vraiment au cours des échanges avec lui, des conférences que j'organise, des thèmes que je propose, que moi-même, je découvre cet univers de possibilités qu'il y a de transformer de l'intérieur une vie. Vous avez dit quelque chose. On ne peut pas changer quelqu'un. C'est pas possible. On ne peut que lui envoyer des stimuli pour qu'il prenne la décision de changer. Le changement vient de l'intérieur vers l'extérieur. De l'extérieur, c'est pas possible. On injecte des stimuli pour créer la volonté de changer. Alors, 4 méthodes. L'autosuggestion, et je le dis dans toutes les religions, parce que c'est de l'âme. L'homme est corps, âme et esprit. Le contact qu'on a avec vous, c'est avec votre corps. Dès qu'on commence à vous découvrir, on découvre votre âme en réalité, on découvre vos valeurs, vos croyances, vos craintes, vos peurs, vos joies. C'est pas dans votre corps, c'est dans votre âme. Dès qu'on parle de l'âme, on n'est plus dans ce qui est physique. C'est spirituel. C'est spirituel. Donc du coup, toutes les religions l'abordent. Les musulmans vont faire du zikr. Les catholiques vont faire le chapelet, les protestants vont faire de la proclamation. En développement personnel, on va l'appeler l'autosuggestion. C'est simplement de se répéter un principe, un objectif. Et je vous dis qu'on le fait tous inconsciemment. Quand vous êtes frustré, quand vous méditez la pauvreté, vous passez le temps à dire vraiment je ne vais pas m'en sortir. Vous répétez. Votre esprit est rarement vide. Il est toujours occupé par quelque chose. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas le contrôle sur ce qui occupe leur esprit. Ils laissent leur esprit être occupé parce qu'ils ne veulent pas. Non, il faut avoir le contrôle. Il faut l'orienter vers ce que vous voulez. Méditez constamment ce que vous voulez. Donc l'autosuggestion. Il y a aussi la visualisation. Il faut se permettre de rêver. Mon ancien DG m'a dit qu'il avait un panneau qu'il a vu au Ghana où il était écrit « Ça ne coûte pas un cedi de rêver ». Alors rêver, ça ne vous coûte rien. Rêver en couleur. Donc la visualisation, c'est ça. Je m'assois, je me projette dans le futur que
j'ai envie d'avoir, au point d'en ressentir l'expérience, d'en rire, d'être heureux. On le fait naturellement. Et je donne des exemples concrets de personnes qui ont utilisé cette technique et qui sont arrivées. Vous avez la pratique, vous avez le pardon, qui est vraiment l'outil particulier et puissant de transformation. Et puis vous avez lorsque, en tout cas, un être suprême au-dessus de tout décide de vous changer. Si. Le pardon, c'est vrai qu'il y a même une bonne petite partie là qui parle du pardon. On sent que c'est assez essentiel. Et puis il y a le paradigme du succès. Il y a la vision, objectivité, vaillance, humilité, amour, crédibilité. Et puis il y a un élément que j'ai noté, c'est la page 135. Lorsque vous parlez par exemple de la question de la crédibilité, j'ai dit, bon, ça on est un peu dans les détails. Beaucoup quand ils vont lire la partie, vont se dire, ah, donc moi quand... Vous dites, je ne fais aucune promesse à mes enfants à la légère. Je respecte 100% des engagements que je prends envers eux. Face à un cas de force majeure, je travaille avec rigueur à rattraper mon écueil. D'ailleurs, notre présence à la piscine ce jeudi est la résultante de la nécessité pour moi de rattraper un engagement pris envers eux pour le week-end. Souvent, certains parents, très rapidement, ils promettent pour avoir quelque chose et ici de l'enfant. Et dès qu'ils l'obtiennent, bon, la promesse, on passe dessus. Alors que c'est des petites rigueurs de tous les jours. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Déjà, globalement, vous voulez augmenter votre crédibilité. Et c'est Maxwell, j'oublie le nom de l'auteur, mais c'est un auteur qui a écrit un livre sur le pouvoir de la confiance, c'est de lui que je m'inspire. Et je vous dis, il y a deux personnes auxquelles il est facile, vis-à-vis desquelles il est facile de ne pas respecter ses engagements. C'est soi-même et c'est ses enfants. Vis-à-vis de votre patron, c'est difficile parce qu'il vous paye. Si vous ne le faites pas, il peut vous sanctionner. Mais votre enfant, il n'a aucun pouvoir sur vous. Donc, il est assez facile pour nous de faire des promesses à nous-mêmes qu'on ne tient pas, à nos enfants qu'on ne tient pas. Et c'est là où il faut s'entraîner, à être plus rigoureux. Parce que si vous arrivez à respecter des promesses vis-à-vis de personnes qui n'ont aucun pouvoir sur vous, ben naturellement, quand quelqu'un aura du pouvoir, vous serez encore plus rigoureux. Donc déjà, c'est le but. Ensuite, pour la question des enfants, ça me tient à cœur, parce que le prochain livre que j'écrirai, que je commence à écrire Dieu voulant, ce sera en mars, ça va porter sur le mariage et la famille en général. Mais je trouve qu'on a... Moi, je veux marier mes enfants. J'en parle dans le livre d'ailleurs. Je veux leur trouver leur conjoint. On me dit, c'est pas possible. Moi, je connais des familles au Burkina, généralement chez les musulmans, où les pères arrivent à donner, même à des hommes, des femmes. Et ils acceptent, et ils sont heureux. Et pour moi, pour établir ça, il faut créer une relation de confiance. Moi, je dois être un modèle pour mes enfants. Je refuse que mes enfants remettent ma parole en cause. Mais pour ça, c'est les petites promesses. Les petites promesses qu'on respecte au quotidien ou qu'on ne respecte pas, qui effritent la confiance que les enfants ont vis-à-vis des parents. Vous voyez, ils ont une expression. Quand un père fait ou une mère fait une promesse à son enfant, il peut dire, ah, papa même nous blague. C'est une façon très polie de dire que papa et maman ne respectent pas leurs engagements, que leurs valeurs n'ont pas de poids. 30 secondes, parce qu'on me fait signe que le temps que vous êtes imparti est fini. C'est qu'à la page 204, là, vous dites, il convient de rappeler que la spiritualité est ce qui se trouve au plus profond d'un être humain. En effet, si le succès peut être garanti, la spiritualité en est le sceau. C'est le couronnement de tout. Yes. Au-delà de tout, je crois que on a beau être arrogant, compter sur nos capacités, les capacités qu'il te les a données, cette capacité d'analyse, de réflexion, cette inspiration de faire un projet ou un autre, ça vient d'où? En rien. Un principe, un livre que j'aime bien a dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous avons tout reçu et c'est pas de nous, donc il y a quelqu'un au-dessus de nous. Moi je suis chrétien et en tant que chrétien je crois que tout ce que nous faisons vient de Dieu. Et quand je regarde les autres courants religieux, je vois des personnes à succès, il y a toujours un ancrage spirituel qui est fondamental. Et donc pour moi il faut rechercher ça. C'est le point de départ même du succès, c'est la compétence au-dessus de toutes les compétences. Banaliser le succès. Dans le reportage, on disait tout à l'heure que ce n'est pas encore en vente. Ça a changé? Il est en vente. D'accord. Et d'ailleurs, on a promis de faire un don. On l'a fait le jour du reportage parce qu'il y avait déjà des achats. Et il est en vente, il est disponible. Il faut le commander par WhatsApp au 05 38 88 90. Je crois sur les panneaux, on a une bonne communication autour. Et puis aussi, vous rendez à IST Ouaga 2000. Pour l'heure, c'est les deux sites. Et je crois que ça va aller en continuant. Merci en tout cas, Abdou Karim Mandé, d'être passé. Et je vous le conseille vivement. Je suis convaincu que vous l'avez lu quand je vois la manière dont vous m'avez conduit et ça me réjouit. Merci de m'avoir invité. Merci. Et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. C'est aussi cette interview qui met le point final à ce JDS, journal dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la radio comme à la télé. Et d'ici là, le souhait, portons-nous bien.